Émission 902. Cette semaine, Killer of Killers. En direct de Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, les mystérieux étonnants. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. L'ensemble! Benoît Mercier au micro, et cette semaine, je suis entouré d'une équipe dont les membres ne feraient pas des bons trophées de chasse pour le Predator. Ouais! Moi, il paraît que j'ai une dent dans le crâne. J'ai été faire des radios, j'ai une dent dans le crâne. Fait que, tu sais, ça fait un crâne spécial, là. Ah oui. J'ai une dent dans la tête, là. Je sais pas pourquoi. Je sais pas quoi faire avec cette information. C'est ça, le médecin qui était comme, ben, tu sais, c'est pas grave, mais ça peut faire une belle anecdote, là. J'étais comme, oui, et voilà, et ça finit. J'imagine le prédateur est en train de shiner le crâne de Jake, puis comme, the fuck? Ben Ah oui, c'est exactement. Je voulais dire présente à l'instant, même le Predator trouve qu'il est sympathique, le cinéaste Johan Cadoui. Salut, t'es avec nous. Salut, Johan. C'est peut-être ma seule chance de m'en sortir. Il y a des chances. On va aller prendre une bière, moi puis le prédateur. Le dernier, le Predator, ne partirait pas avec son crâne comme trophée. Le dessinateur Jake Dion est avec nous. Salut, Jake. Il partirait avec quoi? Je sais pas. C'est une joke d'handicapé, ça, là. Mais là, il partirait avec mon crâne parce qu'il fait clic, 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 clic. Je pouvais pas le savoir avant d'écrire ça. Oui, c'est vrai. Il donnerait comme Hocher à son bébé. Oui, Ouais. c'est vrai. Ouais. En fin d'émission, on parle de Predators, Killer of Killers, film d'animation qui est disponible sur Disney+. Donc, puis on est avec Johan puis Jake, comme je viens de le mentionner. Bien content que vous soyez là, messieurs. Qu'est-ce qu'on commence, là? J'ai reçu plein de messages vocaux durant le week-end. OK. Quoi? Oui, certains qui sont en fait des restants de la 900e. Ah, OK. Ah oui. Un que j'ai oublié de passer, un que j'ai reçu récemment, d'autres que, comme par exemple, Raphaël avait déjà envoyé un message, était dans le montage final, fait que je l'ai pas pris tout de suite. Fait qu'on passe au travers. Puis j'ai eu de la cochonnerie au cours de la soirée hier. J'ai essayé d'écouter un film. Ah, OK. Puis à chaque genre 15-20 minutes, le temps que le monde se prime, il envoyait des messages vocaux. Fait que vous allez pouvoir entendre ça. OK. Calvaire, y avait-tu de quoi de spécial hier? Ou Je sais pas, j'ai l'impression que ça leur tentait des taquins. OK. Moi, Donc, on va commencer avec un message de notre auditeur Étienne qui c'était dédié pour la 900e, mais justement, j'ai oublié de le passer. Fait que c'est là qu'on l'écoute. Salut les mystérieux, ici Étienne Mr. Juice Cormier. Je vous souhaite un joyeux et excellent 900e épisode. Ça me fait de la peine de pas être avec vous cet après-midi. Je vous appelle en direct de mon domicile dans Hochelaga Maisonneuve. Il est présentement presque 3 heures de l'après-midi. Et je suis pas au FBDM parce que je suis malade, mon petite marde. J'aurais aimé ça aller prendre une bière au boudoir avec vous, puis discuter. Moi, ma passion en ce moment, c'est pas mal les Legos. Fait que, je vais prendre une bière à votre santé, puis faire des Legos. Là, je m'apprête à monter une mini-figurine en version géante. Alors, le petit personnage... avec un chandail rouge, puis des culottes bleues, puis une casquette bleue, là. Tu l'as peut-être déjà vu sur le magasin de Lego. Fait que c'est ça que je vais construire cet après-midi. Alors, santé, bonne 900e, amusez-vous. Ciao! On s'est amusé. Merci, Étienne. Il parle de Mario Bros. Non, c'est un petit bonhomme, tu sais, le minifig classique. C'est ça, Mais c'est un bonhomme pas- de Lego. C'est un bonhomme de Lego. C'est vraiment un ok. minifig, mais en version gigantesque. Parce qu'il a dit casquette rouge, puis salopette bleue, Ouais, non? mais c'est Ou pas j'ai mal Mario. compris. Non, c'est pas juste... Mario? Mais c'est pas Mario. Ah, c'est Je pas l'ai Mario. vu, j'ai vu des photos sur son Instagram. Étienne, Est-ce qu'il a acheté Mario aussi? Je pense qu'il a acheté pas mal de Lego. Ouais, J'ai ouais. pas fait la suite, la liste de tous ces Lego. Maintenant, j'ai un message de Thierry. Salut les mystérieux. Moi, j'ai une question qui m'est venue en tête là, quand j'ai écouté votre dernier épisode là, sur les films douteux. Là. J'aimerais savoir là, comment tout ça c'est financé, tous ces films-là. Là. Au Québec, c'est assez difficile de faire un film là, sans que ce soit financé par la SODEC puis Téléfilm Canada. Là. Pratiquement aucun film là, qui sont financés de façon juste privée. Là. Pourtant, aux États-Unis, il y a des centaines de films là, qui sortent à chaque année. Là. Fait que, c'est ça. Je voudrais savoir comment ils font pour avoir autant de financement pour autant de films, puis comment ils font pour rentrer dans leur argent. Là.
C'est un petit peu flou pour moi tout ça. Ouais. Merci. Rentrer dans son argent est une autre question. Ouais, la plupart ne rentrent pas dans leur argent. Non. Puis on parle de films d'une certaine époque aussi. L'époque où ça sortait une grosse tralée en club vidéo direct. Là. Puis dans le temps des clubs vidéo, c'est que tu savais à la base, les clubs vidéo avaient besoin de tellement de contenu que c'était le Far West. Là. Tu pouvais... Si tu faisais un film à plus petit budget douteux, mais tu savais que tu avais 2 millions de ventes tout de suite parce que tu vendrais au moins une copie par club vidéo en Amérique du Nord. C'est que quelque part... Tu faisais pas un gros profit, mais tu s'en sortais. Aujourd'hui, c'est une autre question. Là, c'est ça. Là, c'est des gros joueurs qui subventionnent. Puis même là, c'est... Toi, tu l'as vécu, là. C'est difficile en ce moment, l'industrie du cinéma. C'est terriblement difficile. Plus que jamais. Là. Il y a presque plus de prévente. Parce qu'il y a beaucoup de films qui se font avec le concept de la prévente. C'est-à-dire, tu vends... Tu as le concept du film, tu as ton casque, puis après, tu vends le film avant que tu commences à le tourner. Donc, tu le vends dans plusieurs territoires. Ça fait que les territoires l'achètent moins cher. Ça leur donne une possibilité d'acheter ton film moins cher. Mais, puis là, toi, tu prends cet argent-là pas pour le mettre dans tes poches, tu le prends pour faire ton film, pour le mettre dans ton film. Mais là, ça devient de plus en plus difficile. Là. Il y a comme une loupe infinie de gains qui est impossible aussi. Là. Dans le sens que les studios, je veux dire, maintenant, je me souviens quand Netflix est arrivé, c'était un joueur. Ouais. Puis il y avait une croissance presque, pas illimitée, mais il y avait toute la place. Puis là, tu as comme 10 000 autres joueurs. Plein de plateformes existent, même certains qu'on n'a pas ici au Canada. Mais cette croissance-là, elle a une fin. Ah oui. Il y a une limite au temps des gens, puis le nombre d'abonnements que les gens peuvent avoir. En ce moment, tout se bat pour notre temps d'entertainment. Les jeux vidéo, la télé, les films. Les médias sociaux. Les médias sociaux, la BD. Puis tu sais, on s'entend aussi, tu sais, films douteux, genre, mettons, le dernier que Simon m'a fait écouter, là, c'était Matchstick Flame, là. Ouh! J'ai pas vu ça. Le 1 ou le 2? Le 2. J'ai écouté le 2. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais on s'entend que c'est pas des films qui coûtent super cher à faire. Là. Non, c'est mal filmé. T'sais, tout le monde est très amateur, en fait. Là. Fait que t'as pas un gros budget pour le casting, pour la direction photo. C'est plus comme un gars qui s'achète une petite caméra un peu cheap, puis il se filme avec ses amis. Puis... Mais j'aime ça. Il y a une genre de passion. Ouais. Tu sais, à quel point ces films-là sont souvent maladroits. Il y a comme... Ces gens-là ont un amour du cinéma, puis ont décidé, je vais écrire, réaliser, produire et jouer dans mon propre film. Je vais être le personnage principal. Ils ont un amour ou ils ont un ego? C'est un mélange des deux. C'est un amour du cinéma, mais c'est pas nécessairement des cinéphiles. C'est ça. Ils ont bien aimé Die Hard. Oui. Puis là, t'as un autre contre-exemple, The Room, qui a coûté genre 500 000 $. Ça n'a pas rapport. Ou 5 millions, je sais pas trop. Non, pas 5 millions, mais ça a coûté... Je pense que ça a coûté 1 million. Ouais, c'est ça. Puis on dirait que le film a été tourné avec 1000 $. Là, tu vois pas le million à l'écran. Là, fait que, puis c'est évidemment, lui, c'est particulier. Tommy Wiseau, il est probablement rentré dans son cash. Maintenant, absolument. C'est ça, parce que c'est devenu culte. Là, mais... D'ailleurs, c'est une des raisons, j'ai l'impression, pourquoi on a beaucoup de franchises qui reviennent, c'est qu'on a des IP qui sont reconnus. On a déjà parlé de ça. Les IP qui sont reconnus, t'as une partie de la publicité qui est déjà faite. Donc, c'est pour ça que les franchises fonctionnent. C'est pour ça qu'on pousse à la moitié de ta publicité va être faite. Exact. Juste le fait que tu annonces que tu refais un vieux film... Là, t'as tout le monde qui va s'en indigner, mais c'est de la bonne publicité. Pareil, tout le monde en parle de ton film. Puis la réalité, c'est que sur les médias sociaux, que vous indignez ou pas, ça fait pas la différence. Non, il y a de l'activité sur les posts. C'est ça. Fait que j'espère que cette année, quelques réponses. Thierry, c'est une très bonne question. Maintenant, une autre bonne question de Raphaël. Hello, c'est Raphaël. Là, présentement, je dois attendre 15 minutes afin que mon exfoliant agisse. Je vais donc profiter de ce moment afin de vous envoyer une question. Et oui, on aura parlé d'exfoliation aux mystérieux étonnants. D'ailleurs, quelle est l'origine de ce titre? D'où vient l'expression « les mystérieux étonnants » ? Je vous écoute depuis environ 10 ans, puis je m'étais jamais posé la question. D'ailleurs, pendant ces 10 années, j'ai ri avec vous, j'ai été touché avec vous, puis j'ai grandi en me nourrissant de ces beaux et passionnants échanges. Tout simplement, merci. Merci de faire partie de mon quotidien, puis, hey, bon 900e. Profitez-en. Merci, Raphaël. C'est ça. Raphaël avait déjà faisait partie du montage que j'avais enregistré au boudoir. Donc, j'avais
skipper son message, mais je vais le passer quand même parce que c'est une bonne question. J'en ai déjà parlé à l'émission, mais c'est un hommage aux vieux titres de séries de comic book des années 40, 60, 50. Strange Tales, Amazing Stories, Wild Adventures, c'est comme les mystérieux étonnants. C'est un hommage tout simplement à ce genre. The Amazing Incredibles. The Amazing Incredibles. Voilà. Ouais. C'est les mystérieux qui sont étonnants. Sinon, j'ai un message de Jean-François Sénécal. Salut la gang des mystérieux. Écoutez, j'ai écouté votre 900e épisode, puis j'écoutais les témoignages, puis je me disais, je pense que je vais leur laisser un message pour leur dire, écoutez, ça fait depuis 2007, moi, que je vous écoute. C'est fou, ça fait quoi? Ça fait presque 20 ans que je vous écoute, Ben et sa gang de mystérieux. Écoutez, à l'époque, j'étais à Victoria, au BC, je me cherchais je faisais une partie de mes études, puis je me cherchais des amis qui parlaient français, puis je vous ai trouvé au bout de mon iPod Nano. puis en 20 ans, à vous écouter, il s'en passe des choses en 20 ans. Je dirais que mon plus vieux souvenir, c'est sûrement le printemps érable en 2012, si je me rappelle bien. Je me rappelle de vos émotions à fleur de peau, de vos rêves, de vos idéaux, de vos frustrations, de vos déceptions aussi à l'époque. Je me rappelle que vous m'avez fait brailler, moi et mon iPod, à Québec, sur un terrain à quelque part. Là. Je me rappelle plus où j'étais, mais je vous écoutais. Presque 20 ans, écoutez, je me rappelle aussi de la sortie de Turbo Kid en 2015. Je me rappelle que vous en parliez au podcast, puis j'avais bien hâte d'aller voir ça. J'étais allé voir ça avec mon garçon de 15 ans à l'époque. Oui, il devait avoir à peu près 15 ans. Puis je me rappelle de sa face au cinéma là, quand on a vu les tripes sortir par le ventre d'un gars attaché. C'était comme attaché à une chaîne de moto, si je me souviens pas. Là. Si je me souviens bien plutôt. Puis, c'est ça. On tripait, tiens, au sens propre, moi et mon garçon. Presque 20 ans à vous écouter, c'était aussi la découverte de Simon. Ben oui, un être tellement unique et singulier. Puis comme vous, Simon m'a fait écouter ben trop de films douteux. Mais en même temps, c'est un peu ça la force de Simon. Là. Il me montrait aimer des films laids, étranges et quétaines, puis kitsch. Puis m'a même appris à aimer et à réécouter Terre humaine. Je pense que c'est la force de Simon, là, nous faire voir du très beau et du très drôle dans du très laid et du ben plate. Je pense que c'est une belle leçon, Simon. Puis presque 20 ans, mais c'est aussi découvrir le plus mystérieux des mystérieux étonnants. Et là, je parle de Benoît Mercier. Je te connais, Ben. Je t'écoute à chaque semaine depuis presque 20 ans. Donc, j'ai entendu tes rêves, tes projets, tes difficultés professionnelles, tes inquiétudes, tes peurs à certains moments dans le podcast, puis ta peur des souris dans ton appart. Ça aussi, c'était une belle saga. Et Ben est toujours là, le capitaine de notre navire qui prend soin de son monde, qui enrichit sa gang, puis qui tient le cap pendant 20 ans. Oh, capitaine, mon capitaine, Ben. Et j'ai pas parlé de Jake, Laurent, les autres. En fait, vous êtes plusieurs là, à Gravité, puis j'ai fini par connaître toute la gang. C'est une espèce de drôle d'amitié unidirectionnelle, mais c'est quand même ça. Voilà. Continuez de faire tout ça. J'ai bien du plaisir à vous écouter. Continuez de grandir, de vieillir aussi, de vous assagir, d'être plus zen aussi. Je vous sens de plus en plus zen dans votre vie. Puis c'est pas un hasard si vous n'arrêtez pas de répéter le mot bienveillant. Je vois Ben c'est ainsi répéter le mot bienveillant. C'est vrai que ça prend de plus en plus de place dans votre discours. Puis je pense que c'est vrai. Je pense que c'est là au cœur des mystérieux. C'est ça que vous faites à la fin quand on vous écoute. Oui, c'est l'ensemble de la culture populaire, mais vous faites du bien à entendre. Puis
Ben, voilà, je voulais vous parler pour vous dire que je vous écoute et je vous entends et je vous comprends même, la gang des mystérieux étonnants. Allez, bye-bye. Merci Jean-François. Quel beau C'est un bon message. Ben oui. Mais sa voix me dit vraiment quelque chose. Moi aussi, on l'a rencontré, je pense, dans un événement. Ouais, c'est sûr. Son courriel, c'est un courriel universitaire. Fait que je sais pas si c'est un genre de live, un prof, ou quelque chose comme ça. Mais merci. Ouais, c'est un super de beau message. Yes. Je serais curieux de réécouter les shows en 2012. Oh. Ouais. Ouf. Non, mais quand il parle de nos incertitudes, nos frustrations, puis tout ça, je pense qu'on parlait sûrement de la crise étudiante. Oui, c'est de ça. On était beaucoup là-dedans. Je serais curieux de réécouter ça avec le regard d'aujourd'hui. Je pense qu'on était beaucoup déçus du fait que les gens... Tu sais, que tu t'étais pour ou contre la grève à cette époque-là, à quel point il y avait... Moi, en tout cas, c'est ce qui m'a frustré le plus. C'est ce qui m'a déçu le plus des Québécois et Québécoises, c'est à quel point les gens se réjouissaient de monde qui se faisait taper sa gueule. Ouais, ça, c'est... Ça, c'est le truc qui m'a jamais... J'ai jamais compris. Que tu sois d'un côté ou de l'autre, si t'es plus de droite ou de gauche, tu devrais jamais te réjouir de la douleur. Puis puis il y a du monde qui ont été amochés en esti. Là. Ben oui. Ouais. Puis là, c'est parce que ça fait ton affaire. Il y a un jeune garçon qui a perdu un œil. Ben oui. Ça fait ton affaire parce que c'est une cause qui, toi, tu vois ça différemment, mais la réalité, c'est que dans une démocratie, il faut aussi qu'il y ait cette place-là pour que les gens expriment leur frustration. Oui. Là, on parlait d'un beau message. Là, on va suivre une série de pas si beaux messages. Hein, Jake? Comment ça? On va te faire écouter ça. Je vais te faire écouter ça. Vous allez voir de quoi je parle. Moi, je suis pas au courant. Ouais. Attends, check-moi ça. Oui, allô, j'aimerais savoir, le message est principalement pour le bassiste des Petits Trous de Balles, c'est moi, Dion. J'aimerais savoir si Galactus est un être cosmique ou une entité religieuse. Merci. Mais la personne s'est pas nommée. C'est marqué dans le message, c'est marqué Guy A. Ah non, mais c'est-tu Guy Anonyme? Guy Anonyme? Guy Anonyme. C'est ça, ouais. En tout cas, peut-être. C'est la déconnerie. Mais ça, c'est une... Ben, premièrement, merci pour la question. C'est une très bonne question. Très bonne question. Et ben en fait, c'est débattable parce que il m'est arrivé quoi dernièrement? J'en reviens pas qu'il peut prendre ça et en faire une vraie réponse. C'est parce qu'il est derrière ça aussi. Non, moi je connais un Guilla, mais clairement il sonne pas de même. Fait que non, il y en a plusieurs Guilla. C'est beau l'image aussi qu'il y a de nos auditeurs. Guilla Lepage, c'est probable. Ben ça sonnait comme Guilla Lepage. Moi je pense que oui. Finalement Radio-Canada nous écoute. C'est ça. Finalement ils nous ouvrent leurs portes. Fait que, ben oui, Galactus est une entité cosmique et pas nécessairement un ordre religieux, sauf qu'en même temps, on sait pas, tu sais, il y a peut-être peut être interprété comme ça. Ouais. Dans le cosmos, c'est vaste, là. Ben oui. Ouais. Ben, si tu vois un être immense qui mange des planètes, ça se peut que tu pries pour. Ben, c'est ça. Pas qu'il mange ta planète, mais tu pries à cet être. Oui. Exact. Ouais. Comme peut-être éventuellement des gens vont prier à l'IA. Oui. Ça se peut très bien. Ça risque d'arriver plus vite qu'on le pense. Anonyme. On va écouter le deuxième message de... Vous n'avez pas compris la joke, hein? Anonyme. C'est le... En tout cas, laissez faire. Allô, les mystérieux étonnants. Quelle voix de marde. C'est Mathieu. J'aimerais ça savoir qui gagne entre J. Silent Bob et Chi Chong. Le « hein » était la pause avant le « hein » était absolument parfaite. Mais je sais pas, il y a quel âge, mais il est un peu jeune pour s'intéresser. On a des jeunes, des fois, qui nous écoutent. Hein. Ouais, mais il a de l'air jeune pour s'intéresser à des affaires de stoner. C'est bizarre. En tout cas, qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas, je suis encore sur le « hein ». Mais ma théorie, dans le dernier dans le Call of Duty précédent, il y a eu Chi-Chi-Chung comme personnage. C'est vrai. Et dans le nouveau Call of Duty, il y a Jay Silent Bob. Jay Silent Bob. Ça fait que techniquement, tu pourrais les faire se battre ensemble. Ouais. La solution est sur le web. Pour avoir rencontré... C'est qui celui avec la barbe dans Chi-Chi-Chung? C'est quel? Chung. Pour avoir rencontré Chung, je te garantis que c'est Kevin Smith puis Jason Mewes qui est battent parce qu'il est vraiment... Ah ben là, il est vieux. Il est vieux. Oui, mais là, on parle d'un scénario hypothétique où c'est que peut-être Chung est jeune. Ouais, c'est ça. C'est des personnages... Je trouve que Jay Silent Bob sont plus chaotiques. Jay et Silent Bob sont... Ben, je sais pas, tu vu les films de Chi-Chi-Chung? Ça fait longtemps. Ils ont fait de la coke de l'espace. Oui, c'est vrai, oui. Ils ont fait de la coke ils ont rencontré Dieu quand même, Jay et Silent Bob.
Oui, c'est vrai. Ils ont rencontré Dieu. Mais ils ont-tu fait de la coke de l'espace? Ils sont pas très... À part le pot, ils sont pas très drogue, de ce que je comprends. Non. Je pense dans la vraie vie, Jay était très Jay avait des gros problèmes de drogue dans le temps. Mais, je pense que Cheech et Chong il explorait plus. Comme quand ils se font arrêter par la police. Et « Don't eat those, man. Oh, you've just done the most acid I ever saw, man. » C'est mon Chung. Puis Jay, Silent Bob sont aussi... ils ont des alter ego de super-héros. Oui, c'est vrai. Fait que Bloodman and Chronic. Un petit les deux personnages se retrouvent aussi dans That 90s Show, où ils finissent par rencontrer le personnage de Chung. Et c'est le père d'un des deux. Tu vois, tout est dans tout. Mais Kevin Smith a toujours dit que Jay, Silent Bob, c'était des figures de... Je sais pas comment dire ça. Chong. C'est ça. ouais. Mais oui, donc si vous jouez à Call of Duty, vous avez la réponse. On peut encore acheter les skins de Turtle puis de Jay Silent Bob? Turtle, oui. Jay Silent Bob, oui, aussi. Okay. Ouais, tu peux toujours les acheter. Merci pour tant qu'ils ne passent pas au prochain. Quoi? Tant que le prochain ne sort pas. OK. Il le garde. Ah, OK. Je suis en train de faire l'histoire de Call of Duty. Là, je m'en vais dans une aparté. Je suis en train de faire l'histoire du dernier Call of Duty. Habituellement, je joue surtout en ligne. Mais c'est pas rendu genre full sci-fi. Là, c'est full James Bond. OK. C'est malade. Tu t'infiles pis tout. Puis c'est vraiment ultra James Bond. T'es comme un paria de la CIA. Il y a un genre... il s'appelle les Panthéons qui ont pris le contrôle de la CIA. C'est je m'attendais pas que ça soit si bon que ça. Je suis full in dedans. OK. Il est-tu long, leur single player? Non, il est pas trop long. Je pense probablement un 12, 13 heures, 14 heures de jeu. En tout cas, bon, là, c'est une autre question. On va voir comment il y en a d'autres? Ah oui, il y en a trop. OK. Oui, donc ici, bonjour les mystérieux. Ici Maxime Gervais. Et je suis avec mon neveu, là, Mathieu. OK. Je me demandais... les mystérieux, c'est quoi l'affaire que vous trouvez que Jake Dion a fait le plus hot dans sa vie? Donc, c'est ça ma question. Ben oui, c'est Maxime Gervais là, qui pose la question. OK. Hey, Max. Oui. Fait que c'était son neveu, Mathieu. C'est pour ça qu'il traite ensemble. On le voit beaucoup à la télé, Max. Oui, il fait beaucoup de pubs. Puis là, il est sur TikTok. Mais là, il y a des pubs de lui sur TikTok. Hey, j'ai une question pour lui. C'est quoi Wegovy? Parce qu'ils n'ont pas le droit de nous dire. Puis là, la pub... C'est un comprimé. Oui, c'est un comprimé. Mais la pub, elle passe aux 5 minutes. C'est que j'ai besoin de réponse. Personne ne sait c'est quoi. Tu peux le googler. Hein? Non. Je refuse. Je veux la réponse de la source. Non. C'est un comprimé. Et la source, c'est Maxime. C'est lui qui a fait le médicament. Es-tu capable de répondre à la question, Jake? Mais c'était pas dirigé... Non, mais ils ont demandé c'est quand même qu'est-ce qui était le plus hot que Jake a fait dans sa vie. Ben, je sais pas. Ce que j'ai fait le plus hot, ben tu sais, quand j'ai jumpé dans un char pour enlever les clés d'un gars à Québec. Driver, ça, bon. ça c'était quand même... T'aurais pu mourir, mais c'était ça. C'est très James Bond. Ça fait très James Bond. Ou Bourne. Puis ce que j'aimais, c'est que dans Bourne. le rapport de police, il était juste marqué un homme vêtu de noir intercepté le drunk driver en sautant dans sa voiture et a disparu dans la nuit. Dans le fond, j'étais juste au bar à côté en train de me faire des choses. C'était le bar arcade à Montréal. C'était McFly. Non. Non, pas McFly. Oui, c'est McFly. C'est McFly là-bas à Québec. Oui. Survivre au cancer, c'est quand même dans ton top, là, je pense. Ouais, mais c'est pas je sais pas à quel point. Ben oui. Ouais, ça doit. D'accord. Il y a toi un peu là-dedans, ça n'a pas le choix. Ouais. Mais surtout que t'es un miraculé, là. Ils savent pas comment ça se fait, right? Ça, c'est incroyable. Ouais. T'es béni des dieux. Mais... Alice, t'as piqué Alice. Peut-être que t'es un dieu. T'es-tu Galactus? Comment? T'es un dieu. T'es-tu Galactus? Je suis peut-être Galactus. Bon. Ah, mais super question, Max. Hey, c'est vraiment une bonne question. Ouais, hein? On se demande c'est qui l'a posé. Très cool. En tout cas, il y a du monde qui était ensemble au parc La Lancette hier soir, ça c'est clair. Hein? C'est vraiment pas gossant quand t'essaies d'écouter un film. Je sais pas de... il en reste encore. Attention, oui, c'est long, je suis désolé. Salut les mystérieux étonnants. Le message est pour les mystérieux étonnants ou pour Benoît ou pour les invités, que ce soit Jake Dion ou que ce soit Johan Carl Wissel. Moi, je me demandais la question que j'ai pour vous autres. Comment ça se fait que dans les bandes dessinées, on n'a jamais vu Batman
puis Jean Grey sortir ensemble, me semble qu'ils se feraient un beau couple parce que là, j'ai regardé Batman Forever, puis Nicole Kidman, je trouve qu'elle ressemble pas mal à Jean Grey. Fait que pourquoi dans les bandes dessinées, c'est pas la même affaire, puis pourquoi que dans le film, elle s'appelle pas Jean Grey. Fait que c'est ça la question que... C'est pertinent. Bonne journée. C'est une bonne question, c'est pertinent. Parce que c'est deux compagnies différentes. Ah, ben oui, c'est vrai. Ben oui. Possède pas les passes qu'il faut. C'est ça, simple que ça. Voilà. Il en reste un dernier. Mais c'était qui posait la question? Le même que les deux autres. C'était Guy Anonyme. Salut les mystérieux, c'est Guy à Saint-Cyr. Récemment, je sais pas si vous le connaissez, j'étais avec Jake Dion au parc. Puis on avait un débat de quel personnage de Marvel on serait si on était dans l'univers de Marvel. Et on est arrivé à la conclusion que moi, je serais probablement Rocket Raccoon des... Ça, t'es déjà pas d'accord. Je serais probablement Rocket Raccoon dans les Gardiens de la Galaxie. Et lui serait Groot parce que... il y a une voix... C'est moi, Rocket, tu le sais. Parce que Jake a une voix de vieux bois. Non, j'ai une voix comme Rocket Raccoon, une voix cool. Genre, fait que j'aimerais qu'une fois pour toutes, vous puissiez clore ce débat. Jake, tu fais ça? C'est moi, Rocket. Peux-tu aller voir le gars là-bas? Je pense qu'il y a une jambe en bois. J'aimerais ça que tu me la ramènes. OK, il pointait-tu toi dans un miroir? Mais ça a-tu été... Mais ça a été envoyé hier. Oui, vous étiez au parc La Lancette. Tout le long de la soirée, je recevais de vos messages. Ah, ok, ouais. Ah oui, c'est vrai, ça me dit de quoi, là? Je viens comme de me rappeler. Je me souviens pas de la question. C'était quoi la question? S'il était un personnage de Marvel qui tu serais, toi, Benoît? Moi, ça, j'en ai aucune idée. J'aimerais penser que je suis Spider-Man, mais je pense pas. Non. J'ai trop mal au dos. Puis, tu sais, comme la bosse que ça ferait avec ton nez dans le masque de Spider-Man. Tout le monde le reconnaîtrait tout le temps. Benoît? Non, Spider-Man. Spider-Man. C'est drôle. Ouais, c'est très drôle. Toi, Yoann? Ben moi, je suis probablement professeur X juste parce que j'ai pas besoin de me raser les cheveux, tu sais. C'est juste pour le look. T'es plus mobile quand même que lui. Maintenant, il marche, hein, Professor X? Ah oui, ben c'est arrivé une couple de fois. Oui, c'est arrivé une couple de fois. Il se fait souvent frapper par des chars, Professor X. Il apprend pas de ses... Regarde à gauche, à droite. Non, c'est ça, il a oublié. Avec son gros casque de cérébro, c'est pas facile. Toi, tu serais quoi, Jake? Je sais pas. Beast. Je suis pas assez intelligent. Beast, il est fucking intelligent. Ouais, non, mais t'es intelligent, Jake. Cable. Ouais, je suis comme un peu niaiseux, moi, je pense. T'es un peu niaiseux? Ouais, je pense pas que je suis comme un personnage. Howard the Duck. Ouais. Ou Galactus, tu sais, Galactus est très intuitif, hein. Fait que, il réfléchit pas bien à ses affaires. J'ai une image de Galactus qui est au-dessus de la Terre avec une jambe barrée. Oui, c'est moi, ça. Ça a détruit des viaducs, là, en marchant, là. Je peux pas passer par-dessus. Je peux pas faire la bicyclette. OK, bon. Vous nous laissez des messages vocaux. Le lien dans le descriptif de l'épisode, c'est un speak pipe. Vous pouvez écouter s'il vous plaît, écoutez vos messages avant de les envoyer, juste pour être sûr. Puis, si c'est passable, on va le passer à l'émission. Merci à tous ceux et celles qui l'ont fait. Vous avez remarqué que pas mal tout passe. Non, il y a des affaires qui passent pas, je peux te le garantir, mais la barre est quand même... on est lousse. On est lousse. Radio-Canada nous a pas encore appelé, c'est qu'on a encore un peu de liberté. En 2012, on avait plus de chances qu'ils nous appellent que là, je te dirais. Là, je pense pas qu'ils savent qu'on existe. Je pense qu'ils attendent. C'est une tactique de négociation. Elle appelle pas, elle veut que moi j'appelle. C'est ça, exactement. Le mystérieux finalement t'appelle. Oui. Là, ça a l'air que là, il faut adresser... Ben, faut pas. Mais je veux adresser quelque chose. OK? Le show, il y a 902 épisodes avec celui-ci. On en dit des niaiseries. Oh my God! On en dit des niaiseries. OK? On en dit... au millimètre. OK. J'en ai dit, moi, des niaiseries que je regrette. À la seconde, ça a plus de sens qu'au millimètre. Ça n'a pas de sens. Oui, la seconde. OK. Ouais, c'est ça. Puis ça arrive des fois qu'on se met tel des Quentin Tarantino des pieds dans la bouche. Donc... j'aime ça.
Puis, il est arrivé quelque chose il y a 2 semaines. Il semblerait qu'on a fucké up. Je veux pas aller dans les détails, mais ça a affecté, pas affecté, mais ça a rendu quelqu'un de très triste. Et je voulais prendre le temps, parce que je sais que c'est quelqu'un qui nous écoute depuis longtemps, de s'excuser platement. Oui, puis qu'on l'aime, puis qu'on espère qu'il continue à écouter. Ben oui. Puis que je te dois une bière. Oui. Je te dois définitivement une bière, peut-être comme 5 ou 6. Ouais, peut-être. Puis moi, j'ai fait un gros hug. C'est bon. Fait que c'est ça. Juste, on n'ira pas dans les détails. Si vous venez m'en parler, même sur Discord, je vais pas rentrer dans les détails. C'est pas de vos affaires. Puis par respect pour la personne, je pense pas qu'elle aimerait ça. Non, c'est ça. Pas respect pour la personne. Mais on a eu vent qu'on s'aurait mis le pied dans la bouche et on tient à s'excuser. Comme Quentin Tarantino. Aime tant le faire. Voilà. Yoann, tu veux-tu commencer les nouvelles cette semaine? Oui, ça va me faire plaisir. J'ai l'impression que tu as des trucs du GameCon, ça se peut-tu? Ben, tu sais, il y a eu le Summer Game Fest. Exact. Oui, c'est ça, le Game Fest. Il y a eu le Sony State of Play. Il y a eu le Xbox Showcase. Ça fait qu'on en a-tu vu du trailer ou on en a vu? Moi, j'ai une belle liste aussi. Oh my God! Et j'ai décidé de faire ma liste un peu spéciale parce qu'il y a bien des méga big gros jeux qui s'en viennent. Et j'ai le goût de parler des plus petits jeux qui ont été annoncés pendant tous ces événements-là pour leur donner un petit peu plus d'espace dans le mystérieux étonnant Bump. Et exact, oui, l'énorme mystérieux. Et le premier lequel je veux parler m'a absolument jeté à terre, c'est celui dont les graphiques étaient les plus surréalistes. J'ai capoté mes raids. Le jeu s'appelle Felt That Boxing. C'est Punch-Out rencontre les Muppets. Quoi? C'est les Muppets rencontrent Rocky. Parce qu'il y a un edge à tout ça. Les Muppets, ils sacent et tout. T'es un jeune orphelin Muppet qui n'a pas été adopté. Et là, ton orphelinat est en danger. Elle va être détruite. Et tu décides, je vais devenir un boxeur. Je vais défendre la maison qui m'a permis de grandir. Je vais défendre les jeunes petits-enfants. Et tu pars. Et qu'est-ce qui est fou, c'est que on dirait que c'est comme s'il avait filmé un show de mopette, mais c'est en 3D. Moi, il a fallu que quelqu'un me l'explique parce que je comprenais pas ce que c'est quoi, on dirait vraiment des marionnettes? Ah oui, c'est incroyable. Ils sont super détaillés, mais comme les mopettes, vraiment de Jim Henson. Fait que ils ont des yeux qui clignent pas ou des trucs comme ça. Mais genre les textures, le poil, tu sais, j'étais comme... Le mouvement. Le mouvement, c'est comme c'est ça ressemble à... C'est incroyable. C'était quel genre de jeu? C'est un side-scroller? C'est un punch-out. Un punch-out, OK. Donc, tu vas réellement comme t'entraîner, tu regardes, si tu analyses le trailer, il y a des mini-jeux d'entraînement pour t'améliorer en boxe, là, comme le coach te lance des toast à un moment donné. C'est fait avec beaucoup, beaucoup d'humour, mais il y a comme un edge. Ça sac, ça dit shit, ça dit des gros mots. Faut que tu débouches une toilette pour t'entraîner tes bras, puis des affaires de même. I've been shitting in that for the whole day, pendant que tu es en train de pomper. Ça a un edge meet the feeble. Nice. Exact. Mais un petit peu plus goofy, puis j'ai l'impression qu'il va y avoir des moments sweet, touchants, avec les jeunes enfants de l'orphelinat. Ça a l'air vraiment nice. Mais... J'ai pas vu ça passer. Rappelle donc le titre, s'il te plaît. Ça s'appelle Felt That Boxing. Le story mode, selon la page du développeur, devrait être entre 8 et 12 heures. C'est une durée absolument parfaite pour un jeu vidéo. On n'a pas besoin de plus que ça. Merci beaucoup. Il y en a tellement de toute façon. Moi, j'ai vraiment hâte. À date, c'est annoncé que pour Steam, mais je pense que de la façon que tout le monde a trippé sur le trailer, je serais pas surpris que les consoles reçoivent un port assez vite. Puis ça a été annoncé quand? C'est pendant le Summer Game Show. OK. Parfait. Next one? Oh, ben, je peux continuer. Ben oui. Je continue dessus. On peut se pitcher à la balle. Toi, t'en as pris aussi? Oui, vas-y. Mais si toi, tu te concentres sur les plus indie, moi, je peux peut-être parler des plus gros qui m'intéressent le plus. Même si j'adore les jeux indie, mais moi, depuis une couple d'années, là, j'ai comme eu un regain envers Resident Evil. Je capote sur Resident Evil. Le 7, c'était comme un de mes jeux d'horreur préférés, qui était très influencé par P.T. Malade. Il était incroyable. Personne, c'était assez peurant. Et tout le monde pensait que c'était comme un genre de reboot, mais non, ça fait partie de l'histoire, ça continue l'histoire. Il y a les personnages existent dans cet univers-là. Puis
Là, ils ont annoncé le 9 qui s'appelle Requiem. J'ai ça quand ils appellent les affaires Requiem. Ouais, moi aussi, ça me C'est pas Predator, c'est Predator Requiem. C'est le 2. Puis en même temps, c'est très japonais d'appeler les choses Predator. Il y a vrai. beaucoup d'animés qui aiment ça, Requiem. Ouais, ça beaucoup de Japanese RPG aussi qui ont Requiem dans Requiem for a Dream. Hein? Oui. Qui traduit en français ou en québécois même, je pense que ça s'appelle Retour à Brooklyn. Puis je pense tout le temps genre à une comédie avec John Candy ou genre, tu sais, comme ça sonne tellement pas dramatique. John Candy. Donc, Steve Retour Martin. à Brooklyn. Mon préféré comme ça, c'est Caddyshack. Ouais. C'est comme ça se passe à Miami. Le titre en français. Fait qu'en gros, Resident Evil, après le 7, évidemment, il y a eu le 8 Village qui était absolument incroyable aussi. Ils ont sorti le remake de Resident 2 jusqu'au 4. Fait que tu sais, là, il y a comme 2 Resident en parallèle. Là. Il y a les nouveaux. Puis ils n'ont pas le même vibe. Non, exact. Mais ils sont dans le même univers. Oui. Et le 9, bon, ben là, on continue l'histoire. Donc, dans le fond, dans Village, le but de ton personnage principal, c'est de sauver ton bébé. Et je vous dis pas comment que ça finit, mais là, ce bébé-là a grandi et est maintenant rendu une jeune femme qui travaille pour le FBI et qui doit retourner sur le site. Je vous dis pas comment ça finit, mais il sauve le bébé. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Là, j'ai su que le bébé était... Mais non, c'est ça, il y a de quoi de plus, hein? Okay. Puis ça a l'air hallucinant. Puis ils retournent sur le site de Resident Evil 2, si je comprends bien. Parce que t'as l'impact du missile qui est là, on l'a vu dans le trailer. Exactement. Fait que t'as vu le trailer. Oui, aussi. Celui-là, j'ai vu le trailer. Très cinématographique. Puis il paraît, c'est ça, il y a eu un démo qui est sorti. Le démo finissait que, évidemment, Resident depuis le 7, c'était en first person. Oui. Puis là, à la fin, c'est comme t'as l'option pour toggle entre les deux. First person et third person. Cool. Puis, tu sais, c'est parce que tous les remakes du 2 jusqu'au 4 ont gardé le third person, évidemment, mais tu sais, c'était quand même nice en first person, je trouve. Oui. Fait que l'option d'avoir les deux, je trouve ça malade. OK. Fait que voilà pour Resident Evil. Est-ce que c'est juste des nouvelles sur les sorties que vous avez, les deux, juste pour être sûr, voir comment on peut alterner? OK. Voulez-vous que j'embarque, moi, ou vous voulez continuer? Ben oui. On va faire un jeu, toi aussi? Non, j'ai pas de jeu. En fait, je suis en train de me poser la question si je joue à Starfield ou Outer Worlds. Je me pose vraiment... Outer Worlds 2 s'en vient. Moi, je te dirais, joue à Outer Worlds 1. Comme ça, tu vas être prêt pour le 2, parce que le 2, en regardant qu'est-ce qui s'en vient avec le jeu, il va éclipser le premier. Donc, tu vas avoir beaucoup de plaisir avec le 1. Puis quand tu vas jouer au 2, ça va comme blow your mind. Ça a l'air vraiment bon. Outer Worlds, que genre tout le monde braille à la fin, là? C'est ça ou je me trompe? Non, c'est comme un genre de Bioshock Fallout, dans l'espace. Ouais, Bioshock dans l'espace, une critique du capitalisme sauvage dans l'espace, dans le fond. J'ai avec Antoine qui est une des personnes avec Rémi, avec qui on fait les bifurcations, le podcast que vous avez exclusivement quand vous abonnez à notre Patreon. Il m'a parlé d'un film que j'avais vu passer, puis j'ai décidé de lancer. Tu sais, il connaît mon amour pour les années 90, les Domino Space, puis ce genre d'ambiance qui est de un dude qui écoute un film dans son sous-sol en banlieue dans les années 90. J'aime cette vibe-là. Puis je suis tombé sur un truc qui s'appelle I Saw the TV Club. Il me l'avait suggéré. Ouais. Et finalement, je l'ai écouté. Il est en ce moment sur Crave pour les gens qui s'intéressent. C'est un film qui est scénarisé... Je pense qu'il est sur Shudder aussi. Ça se peut, oui. Ça se peut très bien. Scénarisé et réalisé par une certaine Jen Schonburn, que j'espère que je dis bien son nom. C'est fucking malade, man. J'ai tellement eu les feels en écoutant ça. Puis c'est le genre de film que j'ai l'impression que je peux comme pas vous décrire parce que tout ce que je réussis à vous dire, c'est vous spoiler. C'est un jeune kid qui vit avec ses parents en banlieue. Il a l'air à porter une certaine lourdeur dans la vie. Il est pas facile, il n'a pas vraiment d'amis, c'est un loner. Et il n'a pas le droit de se coucher tard, mais à un moment donné, il voit passer une annonce pour une série qui passe très tard, qui s'appelle The Pink Opaque, qui est en fait un pastiche des teen dramas à la Buffy des années 90, qui jouait sur le CW. Okay? Mixé avec Goosebumps. Avec je sais pas quoi. C'est ça. Mais voilà. Ouais. Et il finit par se lier d'amitié avec une fille un peu plus vieille que lui, qui va à son école. Et il partage un amour pour cette série-là. Et éventuellement, elle disparaît. Donc, ça reste quand même assez anecdotique pendant un bout.
c'est lui qui grandit pendant plusieurs années. Il évolue, mais il a une job plus ou moins intéressante. Il n'y a pas grand-chose qui se passe dans sa vie. Et un jour, elle réapparaît et elle essaie de lui expliquer où elle était. Puis ce secret-là l'implique lui également. Ouais. OK? Ouais. Le film est comme séparé en deux. T'as comme le premier côté très réaliste, très campé dans le réel. Puis t'as l'autre côté qui est on s'en va dans une autre direction. Allez vous faire plaisir, man. Ouais. C'est dans les films qui m'a hanté le plus dans les dernières années que j'ai écouté. Pas parce que c'est comme... Je sais pas, il y a tellement du feel dans ce film-là. Et l'acteur principal, juste, j'ai noté son nom parce que je le trouve absolument malade. C'est Justin Smith. Justin Smith? Ou j'ai mélangé les deux noms, Colin. Oui, Justin Smith. Parce que l'autre, c'est Jack Evans. Fait que j'ai comme l'impression de mélanger... Ah, tabarnak, il va falloir que j'aille checker comme un maudit YouTuber. Mais mise en garde, car le film est très... il est pas pour tout le monde. Il y a un mood spécial. Tu l'as-tu vu, Yann? Non, pas encore. OK. Tu sais, je pense que le mot le plus facile, c'est que c'est comme lynchien, là. Ouais. C'est comme très dream... Tu sais, une logique de rêve, un peu. Fait que c'est pas tout ce qu'on voit qui fait du sens, c'est pas tout ce qu'on voit qui sert nécessairement à quelque chose non plus. Il y a quelque chose de très éthéré, ouais, bien décrit. D'onérique. Puis, tu sais, ça peut ne pas être pour toi. Mais moi, c'est ce que j'aime dans le film. Moi, j'adore c'est comme ça qu'on me l'a aussi. vendu. Le nom de l'acteur principal, c'est Justice Smith. Il a joué entre autres dans Detective Pikachu. Il a joué dans le film de Donjons et Dragons. C'est un bon acteur, mais il est excellent dans ce rôle-là. Ouais. C'est le premier rôle dramatique dans lequel je l'ai vu. Puis ce type a une carrière incroyable devant lui. Et Jack Evans qui joue Maddie, qui est comme son alter ego, si vous voulez, son amie qui est un peu plus vieille. Il est sur The Crave. Allez écouter ça. C'est débile. Je ne veux pas en parler plus parce que je ne pourrais vous en parler plus. Il y a aussi un angle, puis si vous allez écouter, gardez ça en tête, queer aussi au film, qui est très subtil. Vous pouvez écouter le film et pas vous en rendre compte, mais en même temps, ça explique beaucoup de choses quand vous le savez en partant le long métrage. Pendant que vous êtes sur Crave, écoutez We Are Zombies une autre fois. Oui. Puis la réalisatrice l'a dit d'ailleurs en entrevue. Oui. Que c'était assumé, oui. Fait que c'est pas un spoiler. Non. Puis, autre film que j'ai vu hier pendant que Guilla et Jake essayaient de m'envoyer des messages, c'est un film de 2024 qui s'appelle Friendship, qui est réalisé et écrit par un certain Andrew D. Young, qui met en vedette Tim Robinson dans le rôle de Craig et Paul Rudd dans le rôle de Austin. Donc, Craig, c'est un gars qui travaille pour une société qui développe des apps plus ou moins efficaces. Bon, le type est weird. Le type est weird as fuck. En fait, c'est comme si... Pensez à tous les trucs cringe que vous avez vécu dans votre vie, vous avez déjà assisté sur les réseaux sociaux, puis faites-en un film. C'est le film qui est Friendship. Et du jour au lendemain, la vie de Craig est chamboulée par l'arrivée d'un de ses voisins. Il lui ramène un paquet, puis c'est le personnage de Paul Rudd. Puis là, les deux se lient d'amitié. Puis malgré le fait que Craig est vraiment étrange... Tu sais, Austin n'a pas l'air à vraiment être dérangé par ça. Il l'amène dans des activités, dans des aventures. Puis lui-même, ça change un petit peu sa vie. Puis là, à un moment donné, il arrive quelque chose qui fait que leur relation va être chamboulée et Craig va perdre les pédales. Je veux partager un moment là, dans le film. C'est un petit spoilers, là, mais c'est juste pour vous donner une idée de l'humour qu'il y a dans le film. Craig, à un moment donné, se sent pris et décide d'aller faire des psychédéliques pour essayer de... Comment je pourrais dire ça? Se dépasser. Ouais. Donc, il va licher une grenouille. Et la séquence qui suit, c'est lui qui commande un sandwich chez Subway. That's it. C'est juste absurde comme ça. C'est vraiment le ton de I Think You Should Leave. Oui, c'est ça. TV show. C'est ce qu'un de mes amis m'a dit, qu'il était surpris que ce soit pas Tim Robinson qui ait fait le film, mais c'est clairement un réalisateur qui a écrit... connaissait son œuvre. Le film en pensant à ce gars-là. Yes. Ouais. Est-ce que vous avez écouté I Think You Should Leave? Oui, c'est incroyable. C'est du fucking génie. Ouais. C'est tellement... C'est sur Netflix, hein, je pense. Oui, c'est sur Netflix. C'est tellement drôle. Le sketch de la maison hantée reste peut-être un des meilleurs sketchs de l'histoire de la télé. Oui. Mais on l'avait montré, puis je savais pas trop trippé, mais maintenant que j'ai vu le film, j'ai l'impression que je vais lui donner une deuxième chance. Parce que... tu devrais. Ouais, ça m'a donné le goût de voir son œuvre. Mais tous les sketchs finissent la même affaire. Tout le monde finit par crier. Tout le temps des énormes malentendus. Ouais. En tout cas, c'est un autre film que je peux pas vraiment parler sans spoiler. Ouais,
Ouais. Juste micro-parenthèse, parce qu'on vient de parler de I Think You Should Leave. Tom Segura, il vient de sortir Bad Thoughts. Oui. Il paraît que c'est super bon. C'est intense en tabarnak. C'est genre, je ne savais pas qu'on pouvait aller aussi loin sur Netflix. C'est très pipi-caca. Mais c'est Tom Segura, puis il y a tout le temps une twist, puis une affaire comme... Ben non, on va pas aller là, il va pas faire... Oh non! Puis tu sais comme... Mais c'est fucking drôle. J'adore Tom Segura. Oui, il est brillant, puis... Je l'ai vu quand il y avait la coop des catacombes qui n'existe plus, malheureusement. Décoré par un Predator. Oui, il y avait des crânes partout. On disait que c'était un Predator qui a décoré la place. J'étais à 3 bancs du stage, il était là devant moi, sur le petit stage. C'était vraiment un bon show, c'était un bon humoriste aussi. Fait que allez checker ça, Bad Thoughts, mais public averti seulement. Fait que I saw the TV Glow sur Crave, puis The Friendship sur iTunes.videotron.com. C'est très très bon. Continue donc, mon petit Johan. Oui, il y a un studio que j'adore tous leurs jeux qui s'appelle Double Fine. Ceux qui ont fait peut-être le meilleur platformer de tous les temps, qui est Psychonauts 2. Du moins, peut-être pas le meilleur platformer, mais le plus intelligent. Moi, c'est un de mes meilleurs jeux à vie, Psychonauts 2. C'est qui le designer derrière ça, donc? C'est le gars qui a fait travailler sur Grim Fandango et autres. Ouais. Tim Schafer. Qui est un génie, on va se dire. Double Fine s'en vient avec un nouveau jeu. Et où tu joues un phare à bateau. Tu joues un phare à bateau. Donc, il y a un phare à bateau qui a été placé sur cette île-là pendant une éternité. Puis éventuellement, avec le temps, elle s'effondre et elle pousse des jambes. Et elle décide de se lever et de partir à l'aventure. Avec son ami, genre d'oiseau marin étrange qui vit avec le phare, il part à l'aventure pour découvrir un monde très cthulhudier, très weird. Et c'est, je trouve, ça m'a donné, quand j'ai écouté le trailer, ça m'a donné la réflexion que il y a une genre de liberté dans le jeu vidéo où c'est qu'ils se permettent ce genre de choses-là. Maintenant, oui. Complètement éclaté. Où c'est que tu vas jouer un phare de bateau, un lighthouse qui se promène à travers le monde. Et là, ta lumière change le monde, change les chemins, change où que tu peux faire, quoi faire. Quel genre de gameplay? C'est comme l'exploration? Ou... C'est comme, oui, un jeu d'exploration et de puzzle, on dirait, selon le trailer. C'est comme un peu le successeur du point and click, genre. Ouais, en même temps. Dans le sens où tu pointes pas puis tu cliques pas, mais tu sais, c'est pas un platformer traditionnel. Ou, t'as pas de combat, là. Puis j'ai l'impression qu'ils vont nous faire pleurer pour le Lighthouse à la fin ou l'oiseau. Ils sont, tu sais, Double Fine sont toujours bons pour te faire connecter émotionnellement à des choses étranges. Puis je pense qu'ils vont vraiment réussir. Le jeu a l'air, il est superbe. Puis il sort vraiment bientôt. Il sort le 17 octobre. Ça s'appelle comment? Keeper. Puis c'est... En tout cas, le look est superbe, mais juste l'idée à la base d'être un lighthouse, d'être un phare à bateau qui décide d'aller explorer le monde. Il y a quelque chose de beau là-dedans. Ouais. J'ai toujours été pris sur mon île, puis là, je veux voir le monde. Voir le monde. Ouais, c'est beau. Très poétique. OK, je suis curieux. Jake? Un autre jeu qui a été annoncé pendant le Summer Game Fest, c'est Ill. I-L-L. Avez-vous entendu parler de ce... OK. C'est un first-person shooter, survival horror, mais on est dans l'extrême body horror. Et quand je dis ça, c'est pas nécessairement du gore. Je parle du... genre presque Junji Ito-esque. Fait que c'est des gens clairement qui sont infectés, mais que leur corps se transforme et se fusionne. Et ça m'a fait penser à nous trois et une belle discussion qu'on a eue un moment donné sur combien d'enfants on serait capable de battre avant de se faire tuer, genre. Ouais, en fait, combien d'enfants ça prendrait de 2-3 ans qui sont dédiés à vouloir te tuer, là. C'est leur objectif principal. Combien ça en prendrait pour être en mesure de te défaire? Eh bien, il va falloir jouer à Hill pour découvrir, parce qu'il y a ça. À la fin du trailer, on voit comme des petits bébés de genre, mettons, 1 an ou 2 marcher tout croche, puis on voit le personnage qui en kick un, puis là, qui sort son 12, puis... Mais j'en parle là, ça a l'air drôle, mais la direction artistique est super belle, c'est très creepy, très... moi, c'est ça, ça me faisait penser à Junji Ito, puis tu sais, genre, toutes les proportions sont off, fait qu'à un moment donné, tu sais, il y a un corridor où tu t'évades d'un corridor, puis tu vois juste comme une espèce de
tête géante dépassée. Fait qu'il y a comme un côté surréaliste aussi. Là. Puis, bref, ça a l'air malade. À cause que tu parles de bébé, il faut que je parle du prochain jeu. OK. Baby Steps. Baby Steps, t'es un adulte qui a les habiletés physiques d'un bébé qui apprend à marcher. J'en connais comme ça, moi. C'est un walking simulator vraiment étrange qui s'en vient. Donc, tu dois te rendre d'un point à l'autre. C'est comme... C'est quoi dans c'est comme un genre de mélange d'humour british ou de mème ou de absurde. Puis, dans le dernier trailer, le personnage, il veut faire pipi. Puis il y a une conversation avec un autre personnage. Puis là, il faut que tu te rendes aux toilettes. Puis là, tu marches comme un bébé. Il faut que tu traverses l'endroit pour te rendre au outhouse. Un peu comme quand on est trop chaud. Là. Exactement. C'est tough. Là. Mais le jeu a l'air le fun. Il a l'air drôle pour de vrai. Il a l'air fascinant. Parce que à la fin du trailer, l'homme bébé est finalement dans la toilette. Et il y a quelqu'un à l'extérieur de la outhouse qui arrête pas de jaser. Puis lui, il veut faire pipi, mais il peut pas faire pipi en présence de d'autres monde. Puis... C'est cave. C'est pipi caca bisoune. Ouais. Mais... Puis ça ressemble à quoi visuellement? C'est en 3D, c'est comme un action, comme third person. Baby Steps, ça a l'air je vais checker ça. Absolument insane. Puis, tu sais, tu le vois, là, il essaie de donner des coups de pied, là. Puis c'est vraiment, il y a le ballon d'un bébé géant, là, qui essaie de se tenir tout à coup sur une jambe. Puis il part d'un sens, puis faut que tu... Tu sais, on dirait qu'un bébé qui marche, toute la gravité est contre lui constamment, là. Tu sais, ça fait des gros pas pesants, puis ça part, ça l'accélère. Il y a une grosse tête aussi, là, c'est ça qui aide pas. Ben oui, c'est sûr. T'as tout ça, mais dans un adulte. Oh, wow. Puis un adulte très, très awkward qui essaye de... C'est ça. Ça a l'air fascinant. Moi, je trouve, encore une fois, on prend des risques, on fait des jeux weird. Oui, tant mieux. C'est magnifique. Tant mieux. Une affaire qui est weird, que je m'attendais jamais à dire ça, mais il va y avoir une suite à Spaceballs. Oui! J'ai vu ça annoncé la semaine passée. C'est un film qui est prévu en salle. Là. Ça va vraiment sortir en salle pour 2027. C'est produit par Amazon MGM Studios, donc ils ont du fuck you money. Et pour l'occasion, ils sortent même Mel Brooks des Boulamites. Mel Brooks qui avait réalisé et co-écrit le film original. Il avait même joué Yogurt, qui est une parodie de Yoda. Et il veut rejouer Yogurt. Exactement, c'est là où j'allais. Il avait joué aussi President Scooped. Je sais pas, moi j'ai souvent écouté en français en fait, donc je sais pas les noms en anglais, mais il s'est confirmé, il va revenir en tant que Yogurt pour la suite. Et le teaser trailer, je sais pas si vous avez vu, il est super bon. C'est génial, c'est du génie. C'est le fameux scroll là, qu'on voit les écritures de Star Wars, puis on fait juste sortir des suites et des franchises. Ouais, depuis le Star Wars original. Depuis le Spaceballs original, ouais, c'est ça. 3 suites et 3 prequels et 3 suites du prequel, mais qui se passent avant. C'est malade, c'est malade. Ça va être réalisé par un certain Josh Greenbaum, qui a entre autres réalisé le documentaire Will and Harper sur Netflix, qui est la relation de comment il s'appelle, Will Ferrell et de son ami Harper, alors qu'il traverse les États-Unis. C'est un super de beau film que j'avais vraiment aimé, qui a été d'ailleurs, je pense, c'était nominé aux Oscars comme meilleur documentaire. Et après, ce qui est le fun, c'est que Deadline a confirmé en exclusivité que Bill Pullman et Rick Moranis revenaient pour le film, man. Rick fucking Moranis qui reviennent. Casque noir. Casque noir. Les deux jouaient Lone Star en anglais et Casque noir, c'est Dark Helmet. On n'a pas d'autres vraiment détails à savoir s'il y a d'autres personnages de l'original qui vont revenir. John Candy est décédé aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. C'est Rest in Peace. Comme John Candy est un génie, puis ça va manquer. Burke n'a pas être là. Ça va être énorme. Je sais pas s'ils vont l'adresser. Moi, je l'ai écouté il y a 2 semaines, avant qu'il annonce le film. Je l'ai écouté avec mes garçons. Et tu sais, le rire des enfants décomplexé, le vrai de vrai rire, tu sais, quand c'est drôle, c'est vraiment drôle, puis tu ris avec tes tripes. Il n'y a pas de... tu sais, c'est vraiment... full-on. Imaginez ils ont qu'il ri ramène... du début à la fin. Imaginez qu'il le ramène en caméo, en CGI, pour faire un gag par rapport à... Honnêtement, je serais correct avec ça. Ça dépend comment c'est fait. Je serais correct avec ça. Ouais. Je serais à l'aise avec ça. Ça serait très drôle. Je pense que tu viens de mettre le doigt sur quelque chose. Il faut qu'il soit pas bien fait. Non, exact. Puis il check dans le vide. Il est pas là. C'est comme le film de Final Fantasy. L'espèce d'étranges vallées dans lesquelles c'était campé. Là.
Donc, mais Spaceball, c'est un des rares films que je suis incapable d'écouter en anglais. Ah ouais? Faut que je l'écoute en français. Moi, j'en ai 3. J'ai lui, UHF, qui pour moi est un peu dans la même vibe. Tu sais, c'est des sketch movies, là. Ouais. Une scène, un sketch, une scène, un sketch. Et Ghostbusters. Ghostbusters en français, je l'aime aussi en anglais, mais je l'aime beaucoup en français. En français... dans UHF, quand il dit « Elle est vicieuse, la frangine! » Elle est vicieuse, la frangine. Quand il parle de Gandhi 2. C'est ma phrase préférée. C'est tellement malade. C'est tellement ma phrase préférée. Elle est vicieuse, la frangine! J'aime quand t'as le personnage qui dit « Savez-vous que les tortues ont des ventouses naturelles? » J'adore cette séquence-là. Il y avait plus avec lui, hein, mais l'acteur est décédé. Ah ouais. Il y a eu un accident, il est arrivé de quoi, mais il y avait plus de scènes avec Raoul. C'était Raoul, le personnage. Il est excellent, Raoul. Yes. Malheureusement, UHF qui a... Imbécile! Il n'y a rien dans la boîte! Vous êtes tout... C'est tellement intense. Oui, c'est Wheel of Fish. Oui. La roue des poissons. C'est ça. Donc, Spaceballs 2 en 2027, protéger Mel Brooks. Hein? Faut protéger Mel Brooks d'ici ce temps-là. Parce que 98 ans, le cher monsieur. Sais. Quand le film va sortir, il va avoir 100 ans. C'est fou, hein? C'est fou. Ouais. Tournez les scènes de yogourt, de yaourt tout de suite. Oui. Prenez pas de chance. J'ai l'impression que c'est peut-être ça le plan. C'est pas lui qui le réalise. Il est producteur sur le projet, là. Oh, c'est normal, c'est sa création. C'est sa création. D'ailleurs, j'ai oublié de mentionner, Josh Gad est dedans aussi. Josh Gad, c'est comme un dude qui il a les mains dans tous les pots, là. Il voulait faire aussi la suite à Honey, I Shrunk the Kids, Shrunk, mais qui ça serait comme un drame. Finalement, ça pas... C'est en development hell, ça n'y a jamais eu de suite. Puis là, on a Rick Moranis là-dedans. Est-ce que donc, est-ce que par après, ça pourrait décoller? Mais il va être producteur sur le projet, puis il est aussi scénariste pour le projet. J'ai rien à dire sur son talent, mais je le trouve très bon. C'est juste qu'il est partout, ce gars-là. C'est ce que j'avais. Yoann, toi, Jake? Oui. Tu continues. Vas-y. Oh, un petit jeu du terroir, parce que j'aime parler des jeux faits ici. Ben oui. Dans un des... au Xbox Showcase, ils ont présenté At Fate Hand. C'est le nouveau jeu des créateurs de Spiritfarer, qui était excellent. Jeu en 2D, en animation superbe. Rappelle le nom, comment t'as dit ça? At Fate End? Ouais. C'est comme, ça va être un genre de Metroidvania ou Action Adventure. Un jeu Action Adventure. Selon le trailer, là, je vais avec ce que je peux analyser, là, où on dirait que tu combats ta propre famille, on dirait que tu combats tes frères, tes sœurs, t'as comme... Et c'est... Comme Spiritfarer, je pense que ça va être un jeu avec beaucoup d'émotions, beaucoup... Puis tout fait en animation super beau, dessiné à la main. C'est absolument superbe. On n'en a pas encore beaucoup. Ça va être, comme je dis, un mélange d'action de puzzle. Mais tu te bats avec une épée, tout ça, il y a beaucoup, beaucoup d'action. C'est superbe. J'ai très, très hâte d'en savoir plus. À Spiritfarer, c'était incroyable. Tu étais comme un genre de bateau qui se promenait sur le Styx. Tu ramassais les morts. C'est ça. Puis tu pouvais jouer à 2 joueurs, puis le deuxième joueur jouait le chat. C'est que je jouais avec mes enfants. Mes enfants contrôlaient le chat. C'est super le fun. Ah non, il y a un bout... moi, j'ai regardé quelqu'un jouer, puis il y a un bout que j'avais les yeux pleins d'eau. Parce que tu ramasses comme... C'est comme les âmes des morts, mais tu t'apprends leur histoire pendant qu'ils sont sur le bateau en allant les porter vers le paradis ou whatever. Puis tu sais, à un moment donné, il y a un personnage, c'est un petit enfant, genre. Un petit enfant chat. Puis là, tu fais que... c'est ça. Ça te pince, ouais. Ben, je pense qu'on va avoir le même genre d'émotion avec leur prochain jeu, mais ça va être plus sur les blessures, les blessures bien profondes que les familles peuvent transporter et essayer de les guérir. Les traumas générationnels. Oui, c'est que j'ai très, très hâte de voir leur jeu. De toute façon, ça va être beau, de toute façon, ça va être le fun à jouer, puis je suis sûr que l'histoire va être excellente. OK. Et c'est du terroir. Je me sens tellement... Je sais pas si vous avez vu ce clip-là de... Tu sais, quand ils filment des acteurs dans la chambre de Criterion. Criterion Collection. Oui. Puis là, t'as un réalisateur qui a 2 films, puis il est comme « Ah, j'adore, tu sais, la nouvelle vague française. » Puis surtout ces 2 auteurs-là, on dirait qu'il y avait une discussion, un dialogue, tu sais. Puis t'as juste l'autre derrière, il est comme... Jackie Chan box set! Je me sens vraiment de même après ce que tu viens de dire. Puis là, je suis comme...
Romeo is a dead man. Fait que c'est un nouveau jeu de Suda 51. Ça a l'air malade. Ça a l'air malade. Ça a l'air malade. Je sais pas à quel point il va... Suda 51, en passant, c'est un game designer vraiment incroyable qui est tout le temps... il a tout le temps une take originale. Le truc qui est le plus connu pour, c'est probablement No More Heroes. No More Heroes. Qui avait vraiment un style de gameplay unique. Puis il y avait des mini-games aussi qui étaient comme des vieux jeux 8-bit là-dedans. Puis il y a tout le temps genre une twist. Il y a tout le temps quelque chose de... Puis Romeo is a Dead Man, c'est son prochain jeu. Écoute, juste dans l'intro du trailer, c'est une grosse séquence animée. Ça a l'air en CGI. Oui, c'est un mélange de... c'est du CGI, mais ça l'a vraiment donné un look, tu sais, comme animé. Mais avec un style vraiment particulier, vraiment pointu. Puis la caméra se promène en 360, puis ils parlent de leur amour pour le curry japonais. Puis tu sais, comme pour les fans d'animation, pensez quelque chose comme le studio 4 degrés pouvait faire avec Mind Game. Fait que c'est comme dessiné un peu naïf, un peu fucké. C'est exactement ça. Sauf que là, quand ça rentre dans le gameplay, puis tu sais, l'histoire, ça a l'air fucké parce que si tu joues un gars qui arrive à la porte de son grand-père, il l'appelle le grand-père, qui est un scientifique. Il est à table, il se lève parce qu'il entend sonner, il dit, c'est correct, je vais le prendre. Il ouvre la porte, là, tu l'entends crier. Son grand-père arrive en courant, puis lui dit Roméo, tu vas mourir dans 5 minutes, mais une chance, j'ai cette bébelle-là plein de pics, puis je vais te la planter dans l'œil. Ouais. Puis, tu sais, pensez au grand-père, c'est une espèce de Morty dans Rick and Morty, là, un vieux scientifique débile. Il l'injecte d'une genre de méga seringue. On voit après ça tout le processus biologique qui se passe dans son corps pour ensuite y mettre une espèce de casque tête de robot et à cette heure, il y a une grosse épée puis il pète des yeux. Fait que voilà, Jackie Chan box set. Ça a l'air malade. Ultra violent science fiction. Oui, c'est ça le trademark à la fin. Sérieusement, ça a l'air malade. Le look est malade. Puis tu le vois que dans le trailer, il entrecoupe d'autres choses. Puis si tu pèses pause, il va y avoir des passes en 8 bits, il va y avoir des passes en 16 bits, il va y avoir des passes que c'est beyond avant l'Atari. Je pense qu'il va jouer avec le style. Ouais, il joue avec la forme, il joue avec la forme. Là. Il y a quelque chose de super intéressant. Mais c'est Suda 51, ça va être un mindfuck, puis ça va être intéressant. Là. Suda 51, il avait fait aussi un genre de jeu très Twin Peaks sur la Nintendo DS, puis tu pouvais jouer comme si tu lisais un livre. Là. OK. C'était vraiment weird. Là. J'étais bloqué à un endroit dans le jeu parce que je comprenais pas quoi faire. Puis là, j'ai catché qu'il fallait que j'imprime qu'est-ce qu'il y avait en bas sur qu'est-ce qu'il y avait en haut. Donc, fallait que sur les écrans de la DS, fallait que tu fermes ta DS puis tu la réouvres. Pour pouvoir continuer. C'est un créateur de même. C'est pas Kojima qui avait fait ça avec la PlayStation 2 pour un des Snake. PlayStation 1 avec le premier Metal Gear. Psycho Mantis. Fallait que tu bouges la manette, quelque chose comme ça. Tu débranches ta manette du Player 1 pour la mettre dans le Player 2. Et ça, c'est quand même. Puis là, il pouvait plus lire ton esprit. Là, tu pouvais commencer à le tuer. Puis là, il parlait de tes save games que tu avais d'enregistrer. Puis tout, c'est vraiment cool. Tout ça. Il y a quelqu'un qui est un fan de Crash Bandicoot. Puis t'es comment ça qu'il dit ça? Tu t'es pas rendu loin à Castlevania. Voyons, il me parle à moi. Hey, j'ai écouté un film sur Netflix qui m'a un peu marqué, qui m'a traumatisé un petit peu. Il y a une série, je sais pas si vous avez déjà vu ça, qui est déjà sortie, qui est sortie en 2023, qui s'appelle Trainwreck Woodstock 99. Ben oui. C'est 3 épisodes qui étaient sortis en 2023 sur Netflix à propos de Woodstock qui, spoilers, 20 quelques années plus tard, ça a crissement mal viré. Donc ça a été un bordel total cet événement-là. À ne pas mélanger avec le film qui est en ce moment sur Crave sur Woodstock 99. OK. C'est pas la même production. Hein. Ouais. J'aime mieux celui de Crave personnellement, mais les deux sont quand même très bien. Là, 2 ans plus tard, il sort pas 3 épisodes, mais un film. Ils ont sorti un film d'à peu près 1h30 qui s'appelle Trainwreck de Astroworld Tragedy. Avez-vous déjà entendu parler de Astroworld Tragedy? Pas en tout. Je connaissais pas ça, puis pourtant c'est assez récent. Ça s'est passé en 2021, le 5 novembre 2021, à Houston, au Texas. Et c'est un événement qui était coproduit par Live Nation, qui est un des plus grands promoteurs qui a les mains aussi dans toutes les pots. Donc, ils font des événements live, des concerts. Je pense qu'ils font même peut-être de la production de musique là aussi. Et le rappeur Travis Scott. C'est son événement à lui. Ouais. Lui, c'est un gars de cette région-là. Puis, il y avait une place dans le temps qui est un genre de parc d'attractions qui
s'appelait Astroworld, qui l'a marqué quand il était jeune, puis il a décidé de ramener le festival. Je pense que si je me souviens bien, il y a eu 2 éditions. Il y a eu la COVID, ça a fermé, et là, en 2021, ça rouvrait, fait qu'il a refait un nouvel événement. Là, si vous êtes claustrophobe, vous avez peur des foules, n'écoutez pas le documentaire parce que vous allez, tel Woodstock 99, capoter ben raide. Oh shit. Moi, j'en ai eu la gorge serrée. Ça a mal viré, OK? La façon que le stage était placé pour la grande performance de Travis Scott, il n'y avait rien sur ce stage-là principal pendant toute la journée, donc il y avait des stages secondaires. Et ils ont ouvert la place juste pour le main show. Ce qui est arrivé, c'est qu'il était en parallèle des autres scènes. Qu'est-ce qui est arrivé? Tout le monde est rentré à peu près à la même place. Ce qui a causé une compression sur certains niveaux de la foule. Et c'est coupé de témoignages de gens qui étaient présents. Okay? Plusieurs personnes à différents points. Mais aussi plein d'extraits de gens qui avaient projeté ça sur les médias sociaux ou qui enregistraient ça sur leur téléphone alors qu'ils étaient piétinés ou qu'ils étaient dans une marée de... une foule de gens. Moi, j'aime pas les festivals de musique, OK? Ça m'a vraiment pas donné envie d'y aller. Non, c'est sûr. La foule, tu sais, c'est l'effet de la foule, il n'y a rien que tu peux faire. Non. Et ça a l'air d'être un cauchemar. Le show a commencé à quelque chose comme 7h et quelques. Ça a duré au moins 2h30. Même s'il y a des gens qui criaient « Arrêtez le show, arrêtez le show, arrêtez le show ». Il n'y a personne qui a rien fait. Non, décision qui a été faite. T'as 10 000 décibels. Là, c'est impossible. Puis aussi, c'est que même si t'arrêtes le show, je veux dire, c'est comme une grosse réaction en chaîne. C'est comme une grosse masse. C'est une masse. C'est une masse. Personne dirige ça. Non, c'est juste comme un... Non, c'est le chaos total. Flux, ça a été mal planifié. D'ailleurs, ils ont fait appel à quelqu'un qui... C'est ça son expertise pour le documentaire. Ben, pas pour le documentaire, mais dans la vie. On le consulte quand il y a eu des accidents ou pour prévenir des accidents de ce genre d'événements-là extérieurs ou quand il y a beaucoup de monde. Puis il expliquait de la façon que ça a été designé. Puis tout le kit. Bon. Malgré tout, ça s'écoute comme un true crime. Là. Mais vous allez avoir chaud. C'est vraiment des enjeux que les foules. Mais je le conseille. Il y a un nouvel épisode qui va aussi sortir de cette série-là qui est dédié l'ancien maire de Toronto, Doug Ford. Je pense que ça sort au début juillet. Et j'ai remarqué qu'il y avait d'autres films qui vont sortir sur d'autres tragédies, encore dans la série Trainwreck. Oui. C'est parce que tu as dit qu'il va y avoir un documentaire qui s'en vient sur Doug Ford et sur d'autres tragédies. Ben, d'autres tragédies, c'est non, mais je faisais lien à Doug Ford. Ben, je veux dire, quand t'as un maire qui fume du crack, je veux dire, on peut appeler ça une tragédie. C'est pas son frère qui fumait du crack, par exemple? Non, c'est son c'est lui aussi. C'est celui qui est mort. Non. C'est celui qui est mort. C'est Doug Ford qui est mort. pas l'autre. Non, là, il y a 2 Ford. Il y a 2 Ford. Celui qui est mort. Je me trompe tout le temps entre les deux parce qu'ils ont toutes les deux, genre, ils ont la même face puis ils ont genre le même genre de nom. C'est genre Ted et Doug. Ouais, mais c'est ça. Doug, il est mort. Ok, c'est Doug. Mais il y a d'autres événements qui s'en viennent aussi, là, je les ai pas pris en note, mais d'autres Trainwreck, c'est la série, au lieu d'en faire genre 3 épisodes par événement, ils en font comme un téléfilm. Puis, mais c'est bien fait, c'est vraiment bien fait, c'est le genre de bon documentaire qui pour moi rentre dans le true crime que j'apprécie. Donc Trainwreck de Astroworld Tragedy disponible en ce moment sur Netflix. Il vous restait des affaires, vous autres, les gars? Oui, des petites affaires, on peut faire ça vite. Oui, rapidos. Tony Hawk Pro Skater, le remake du 3 et 4 s'en vient en juillet. Mais là, le démo est sorti sur Game Pass, puis mes garçons jouent, puis il n'y a rien de plus cool que voir mon enfance comme dans les mains de mes enfants, puis les voir triper à faire des moves, puis tout ça à Tony Hawk, là. Tu sais, j'ai grandi avec ce jeu-là, puis eux, ils vont grandir un peu avec le jeu. Il y a quelque chose de vraiment cool. C'est encore les pièces de l'époque? Oui, t'as encore comme toutes les tunes de quand on était jeune, plus ils ont rajouté des tunes d'extra, là. Nice. Tu sais, il y a encore la tune de Motorhead, là. Moi, à chaque fois que j'entends parler de Tony Hawk, à cette heure, je pense au Lisan Al-Gaïb, là. Qui ça? Quoi ça? Le Lisan Al-Gaïb, le Messie existe pour vrai. Lisan Al-Gaïb, c'est Paul Atreides dans Dune. Ok, on dirait un truc cthulhudien. Ouais. Lisan Al-Gaïb! C'est ça. C'est que le fils de Tony Hawk va avoir un bébé avec la fille de Kurt Cobain. Oh oui, non, c'est ça. Là, c'est comme les deux. Cet enfant-là, son grand-père, c'est Tony Hawk. Sa grand-mère, c'est... Il va révolutionner la musique en faisant un 280 sur la rampe. Exactement. Fait que, excuse-moi, continue. C'est comme deux royautés qui font un enfant, c'est ça? C'est ça. Mais ça va être malade.
J'ai hâte que le vrai jeu sorte. J'ai hâte de continuer à voir mes enfants jouer. Là, c'est juste le démo, puis ils jouent tout le temps. Le remake du 1 puis le 2, il avait été un flop. Non, il me semble que ça n'avait pas été bien exécuté ou je me mélange avec Je sais pas, j'ai pas joué. Okay. Puis j'ai pas entendu de review, tout ça. Ça me surprend que justement, quand j'ai vu le remake du 3 puis le 4, puis mais là, le 3 et le 4, en tout cas, moi j'ai joué au 3 et 4, c'est le même. C'est le même gameplay. Hein. C'est le même gameplay, juste vraiment plus beau. Puis avec la même musique. Puis je sais pas, il y a comme. Mes mains se souvenaient un peu. Ouais, t'avais du muscle memory. Ouais, c'est comme un peu fou, là, même si ça fait des années que j'ai pas joué. Il y a des mots que tu y penses même pas, puis ça se fait seul. Je vais être poche, j'haïs ces jeux-là. J'ai aucune patience pour ces jeux-là. Je jouais pas quand j'étais jeune. Mais c'est des jeux parfaits parce qu'une run, ça dure 3 minutes max. Ça fait que t'as un peu de temps, tu fais une petite run, tu te fais 2-3 tableaux de suite. Ça t'a pris 9 minutes. Le but, c'est quoi? C'est juste de bien aligner les boutons? Non. C'est de faire des tricks. C'est de faire des tricks dans une map, de te rendre à des endroits, puis tout ça. Là. OK. Le mépris. Moi, j'ai décidé que j'haïssais ça. Moi, Benoît Mercier, j'aime pas ça. Non, je suis débutatif, je ne sais pas. Ça m'attire pas. Le but, c'est de peser sur des pitons, dans le fond. Moi, c'est ça que c'est Doom, là. C'est juste peser sur des boutons, dans le fond. Mais t'affrontes des ennemis, des vagues. D'ailleurs, parlant d'ennemis vagues, oui. Tu sais, tu me parlais que vous jouiez à Doom. Oui, c'est malade. Pas Eternal, mais Dark Age. Dark Age. Puis Ben, tu me disais que c'était comme jouer un cover de métal. Oui, là. vraiment. Il y a un nouveau jeu qui a été annoncé que je ne connaissais pas parce que c'est une suite qui s'appelle Mortal Shell. Tu n'as-tu entendu parler? Non. Hey man, c'est le jeu le plus métal que j'ai jamais vu de ma vie. C'est dans l'esthétique, mais aussi la musique est composée par un band metal qui s'appelle Behemoth. Puis, Behemoth, c'est du gros métal pesant. C'est du gros métal. Entre le Death et le Black, il y a quand même une esthétique genre très dramatique, mettons. Puis le jeu, moi, ce qui m'a marqué, c'est que oui, c'est un Souls-like. T'as l'air d'avoir des guns qui différencient un peu de Souls, mais c'est vraiment la qualité des designs. Je trouvais genre que ça me rappelait, genre, mettons que Guillermo del Toro aurait décidé d'être plus dark gothique, genre. Fait que tu sais, il y a comme des ennemis avec un épée au lieu de la face. Il y a comme une espèce de bonhomme de cirque en chaise roulante qui a 2 Gatling guns, mais tout ça est très médiéval, métal, gothique. Puis je le filais. J'étais comme ça a l'air d'être mon mood de l'hiver, là. Le 1 est sur Game Pass. Tu t'achètes une Xbox, toi. Mais là, c'est ça que je voulais vous demander. Qu'est-ce que je m'achète? Une Xbox. Ça dépend. Steam Deck, Xbox, PS5, parce que moi, je veux jouer à Death Stranding 2. C'est à ça que je veux jouer. Il n'y a pas de mauvais choix. C'est sûr, si tu veux jouer à Death Stranding 2... t'as pas le choix. Peut-être PC aussi, là. Parce que Death Stranding a fini par arriver sur Xbox. Faut juste prendre ton mal en patience. C'est ça. Puis c'est la même chose avec comme les jeux PlayStation vont tous aller sur PC. Faut juste t'attendre 6 mois. Moi, j'ai pas besoin. Plus que 6 mois quand même. Ouais, c'est plus 3-4 ans. Non, je te dirais plus 6 mois là, ces temps-ci. Là. Ils ont accéléré ça. Spider-Man 2 n'est pas sorti encore en PC, non? Oui, il est sorti. Il est sorti, OK. Ouais. Puis ils en ont parlé pendant avec leurs investisseurs, là, ils veulent accélérer encore plus leur sortie PC parce que c'est tout un marché qu'ils savent que les gros PC gamers, ils veulent rien savoir des consoles parce que, je sais pas, là. Puis, parce que le monde est de même. Puis, c'est un marché qui n'ont pas accès. Ça fait qu'ils veulent accélérer leur sortie sur PC, là. Parce que faut que tout le temps que tu sois en croissance. Tu peux pas faire le même profit que l'année passée. C'est impossible. Ça. Que... Je comprends pas cette logique-là de psychopathe. D'ailleurs, t'as pas parlé du fait que t'avais raison, Yoann. Quoi? Ah oui, ben oui, c'est vrai. La Xbox portable? Ben oui, elle s'en vient. Je pense que je vais peut-être vendre ma Steam Deck pour m'acheter. Qu'est-ce que tu peux Xbox. en dire? Est-ce que tu as une idée un peu de ce qui... Moi, ben, ça va être... Tous tes jeux Game Pass vont fonctionner. Plus, je vais pouvoir... Vu que c'est... Et comme Windows 11, c'est pas comme
une console, c'est que je vais pouvoir installer Steam aussi. C'est que je vais avoir et mes jeux que je peux jouer sur ma Steam Deck, plus mes jeux Game Pass. C'est que j'aurai les deux. C'est confirmé que tu peux installer Steam, là. Oui. Tu peux installer Steam. Sans passe-passe, là, vraiment installer. Non. Tu peux legit installer n'importe quel magasin que tu veux, là. C'est juste que c'est un ordi portatif brandé Xbox. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as dans les mains, c'est un mini-ordi, là. C'est que, non, moi, je pense ça, vu que je pourrais avoir le meilleur des deux mondes. Parce que là, je peux le faire avec ma Steam Deck, mais les jeux Game Pass, c'est juste les jeux cloud que je peux jouer. Ça marche super bien, le cloud. Mais, tu sais, exemple, à l'aéroport, ça marche pas super, le cloud. Tandis que... Tu sais, quand tu joues local, n'importe où, ça, c'est hot. J'ai vu qu'il y avait plusieurs formats aussi, dans le sens qu'il va y avoir des modèles différents. Oui, de grosseur, de puissance et tout ça, là. Probablement prendre le plus petit format que le plus gros. Tu vas travailler à Hollywood d'ici là, fait que... Oui, ça va se faire, là, d'un jour... tu vas avoir du fuck you money, là. Oui. Il doit rester un personnage de Marvel, là, qu'on n'a pas fait, là. Il en reste un ou deux, là. Je voulais faire Fantastic Four. Il est trop tard. Le 5e. Je regarde le trailer, c'est exactement ce que j'avais dans la tête. Oui, c'est ce qu'on avait parlé de ça, ouais. Puis, tu sais, t'as ce feeling-là comme un genre de mélange de, je veux pas dire de jalousie, là, mais de j'aurais aimé ça que ça soit moi. Mais bon, je suis pas rendu là, les amis. Avez-vous un dernier truc, messieurs, où on a fait le tour? Moi, je te l'achèterais, ta Steam Deck. Oui. Avant. Oui. OK. Ça serait peut-être ça. Le choix va être défini. Veux-tu qu'on passe une annonce concernant la personne qui cherche un appart? On sait jamais. Oui, effectivement. J'ai une amie qui se cherche un appart, puis c'est une artiste de BD aussi. Donc, elle a besoin de minimum un 3,5 pour avoir aussi une place où travailler. Et le catch, c'est que... Elle a un chien. Elle a un chien. Toi, t'as rencontré ce chien-là. Il est vraiment sweet. Je suis en amour avec ce chien-là. C'est ça. C'est la pitoune la plus fun au monde. Elle est super douce. Ça devrait être illégal de refuser les chiens. Exact, c'est ça. Ça devrait être illégal. Tu sais où j'habite en ce moment? S'il y avait un chien à côté, là, je pèterais une coche. Parce que j'entends tout. Ouais, mais je préfère que les animaux soient bien traités que ton bien-être. Fuck you. Non, mais tu sais, en même temps, je veux dire, c'est la responsabilité du maître du chien. Parce que si ton chien jappe à longueur de journée, ça veut dire que ils ont de la misère avec leur bébé. Là, fait que je pense que c'est pas grave, c'est juste que je comprends. Mais... Fait que voilà, tu sais, écrivez, vous pouvez m'écrire directement sur Facebook si jamais vous connaissez. Évidemment, tu sais, comme le budget aussi, c'est parce que c'est facile de trouver un 5,5. Mais tu vas payer 4000$ par mois. J'ai vu, je suis passé sur Saint-Laurent, il y avait des 3,5, no jokes. Oui, c'était une bâtisse qui était neuf, là, mais il disait, il se vantait, là, ça commence à 1785. Exact. Ça t'appartient même pas à ce prix-là. Non, c'est ça. C'est fou. C'est plus cher qu'une hypothèque, ça n'a pas de rapport. Puis là, on n'a plus le droit de céder les bails en plus. Mais non. Mais pensez aux pauvres propriétaires. Fait qu'en tout cas, je lance ça dans le cosmos si jamais quelqu'un fait que, justement, moi, je connais une place cool. Écrivez-moi directement sur Facebook, Jake Dion. Puis voilà. On peut pas continuer sans au moins parler des deux fighters qui ont annoncé parce qu'ils sont ultra comic book puis on est en train de passer à côté. Fighter de quoi? Il y a Marvel Token qui va être développé par les excellents Arc System Works qui ont fait Guilty Gear. Oui, c'est vrai. C'est super cartoon. Jeu de combat, 2 contre 2. Ouais. Donc, tu choisis deux bonhommes. Oui, personnellement. C'est les personnages qui ont annoncé à date. Tu as bien sûr Captain America, Iron Man, Miss Marvel, Spider-Man, Star-Lord, Storm, Doctor Doom et Ghost Rider. Il va y en avoir d'autres, c'est sûr. Oui, non, mais c'est pas assez pour un fighter. Là. Leurs designs sont vraiment cool. Ça fait très Capcom, non? Ouais, ça fait Capcom, genre. Ça fait comme, mais Arc System sont plus cartoon encore que Capcom. Tu sais,
si vous avez joué à Guilty Gear, là, c'est vraiment full-on de l'animer pendant un combat. Là. C'est que j'ai très hâte. On dirait que tu peux frapper quelqu'un qui sort d'un tableau, puis tu sais, tomber dans d'autres tableaux, un peu qu'est-ce que Mortal Kombat avait fait avec Mortal Kombat 3, puis qu'ils l'ont fait avec d'autres, là, puis d'autres jeux qui l'ont fait depuis. Je trouve que ça a l'air vraiment nice. Puis l'autre qui était zéro sur mon radar, j'essaie de faire ça vite. L'autre qui était zéro sur mon radar, c'est Invincible Versus. Oui, c'est vrai. C'est quoi sorti ça? de nulle part. Ben, la bande dessinée Invincible va avoir son fighter. C'est vrai. Ouais. Et plus tu te bats, plus ton personnage est magané, plus il y a du sang. Oui. Est-ce que c'est hot? Les gros impacts, ils réagissent dans le tableau en arrière. Ça a l'air malade. Ouais. Et t'as l'air, en tout cas, à la fin du trailer, t'as l'air d'avoir des finishes. Puis t'as pas le choix. Invincible, c'est violent. C'est super gore, ben oui. Hey, t'as des Faut que têtes je qui finisse explosent, des corps qui arrachent. Faut que je finisse la série animée. J'avais juste vu la première saison, j'avais tellement aimé ça. J'ai toujours voulu lire avant, puis j'ai jamais pris le temps. C'est ça le La problème. série animée est vraiment bonne. Oui, il paraît que c'est très bon. Ouais, c'est... La série est malade. Moi, je l'ai pas fini non plus. J'ai écouté les 2 premières saisons. Puis c'est malade. Ça, puis Atom Eve, comme ils ont fait comme une side série avec Atom Eve, qui est vraiment bon. Rappelle le nom du fighter, parce que je t'ai entendu dire, mais vraiment rapide. Marvel Tokon. Tokon, comment tu écris ça? T-O-K-O-N, c'est un développeur japonais qui a fait le jeu. Et l'autre, c'est Invincible versus VS. Sérieusement, c'est du 3 contre 3. Parce que comme ça, tu peux switcher de bonhomme et faire des combos plus longs. Là. Le peu qu'ils ont montré de gameplay, c'était malade Invincible. J'étais comme full in, ça va être fourette, violent en tabarnak. Et c'est Day One on Game Pass. Bon, fallait qu'il plug. Bon. Moi, j'avais un dernier truc, on va prendre une petite pause avant de parler du sujet de la semaine. Il y a une BD des Blues Brothers qui s'en vient, qui se passe, selon la BD, 20 ans après le premier film. On prend pas... connaissance du deuxième. Ça a l'air qu'on prend juste connaissance du premier. C'est écrit par des gens qui, à ma connaissance, n'ont jamais fait de BD de leur vie. C'est là où je trouve que ça fait très projet... En tout cas, on va voir comment ça vire. Je ne vais pas être négatif, mais une des autrices, c'est Stella Aykroyd, qui est la fille de Dan Aykroyd, Luke Pisano et James Werner. C'est comme tout du monde que j'ai jamais entendu parler. J'imagine que Pisano, Luke, a un lien avec John Belushi parce que Judy Belushi Pisano était la veuve de John Belushi et qui a joué dans Blues Brothers, qui elle aussi était liée au projet, mais elle est décédée maintenant. Ça va que Dan Aykroyd aussi est là, tu sais, genre il chapeaute, il parraine le projet. Okay. Ça va être signé au niveau du dessin par un certain... Attends, je l'avais ici. Felipe Sobriero. C'est correct, c'est adéquat. Ça fait très comic indie. Et ce sera édité par une maison d'édition qui s'appelle Z2 Comics. Ça sort cet automne. Il y a un preview qui est disponible sur THR pour les gens que ça t'intéresse. Et aussi, c'est ça. Ça se passe 20 ans après. Il y a un des deux frères qui se sauve de prison, puis l'autre aide la police et essaie de le revoir. C'est ça. C'est ça que c'est ça. Autre chose? On a fait le tour? Je pense qu'on a fait le tour. Excellent. On va prendre une petite pause. On revient dans quelques instants avec le sujet de la semaine. Mais juste avant, je vous rappelle qu'on a un Patreon. Et cette semaine, il y a des nouveaux épisodes de Bifurcation qui vont sortir. Ouais, on fait notre cycle dédié à Paul Verhoeven. J'ai beaucoup aimé les 2 derniers qu'on a fait. Vous allez découvrir ça cette semaine. Donc, allez sur notre site internet mystérieuxétonnant.com. Il y a un bouton « Faire un don » en haut à gauche. Vous cliquez là-dessus ou vous suivez le lien dans le descriptif de l'épisode. Puis ça vous amène vers Patreon. Pour l'équivalent d'un café par mois, vous faites en sorte qu'on peut garder les lumières allumées depuis maintenant presque 20 ans. Et j'insiste, sans la contribution des auditeurs-auditrices des Mystérieux Étonnants, on ne peut pas poursuivre nos activités. C'est tout simplement impossible. Je ne peux pas sortir ça de ma poche comme quand c'est en 2012-2013. C'est plus viable. Donc, sachez que toutes vos contributions sont réinvesties dans le projet. Et en échange, on vous offre des goodies, dont Bifurcation. On vous donne aussi accès au Discord des Mystérieux Étonnants. C'est comme Internet, mais sans trop de cul. Et c'est personnellement le seul coin de l'Internet que je fréquente. Je sais plus de réseaux sociaux du tout. C'est ça. Je vais regarder juste sur Discord. Le Discord plusieurs fois par jour. C'est une belle communauté. Les gens partagent des nouvelles, des bandes annonces, des choses qu'ils voient passer. On écoute des films durant l'Halloween. La lutte de temps en temps les dimanches. Des fois, c'est des activités comme... On a déjà écouté le UFC. On a écouté du UFC. On a écouté... Une fois, on a écouté de la Formule 1. On écoute des affaires. Ouais, c'est ça. On avait écouté aussi un tournoi de jeux vidéo à un moment donné. Plein, souvent. C'est ça. Ça, c'est souvent. Cool. On a écouté le Evo. À chaque année, on écoute le Evo. Ouais. Puis on écoute le Evo Japan. Et puis le Capcom Cup. Exact. Parce que c'est vraiment excitant. Les gens s'organisent aussi pour jouer ensemble, c'est cool. Des fois, moi, j'ai même pas à m'occuper de ça. Je vois que les gens
s'organisent et se font des games de plein d'affaires. Ben, souvent, on utilise le Discord comme quand on joue à Call of Duty, vu qu'on est... moi, je suis sur Xbox, il y en a sur PC, il y en a sur PlayStation, puis le jeu, il est crossplay, mais au lieu d'essayer de gosser avec le système de chat in-game, on va tout sur le Discord, puis on se parle là. Simple. D'ailleurs, si vous vous abonnez au Patreon, écrivez-moi à travers la plateforme pour que je puisse vous envoyer le lien vers Discord, parce que c'est pas automatique. Contrairement à Bifurcation, à partir du moment où vous inscrivez, vous avez accès à tout le catalogue. Fait que même si vous n'écoutez pas les derniers Paul Verhoeven, tout de suite, il y a tout un catalogue que vous pouvez passer au travers. C'est plus de 100 épisodes. Fait qu'il y a du stock. Moi, j'aimerais ça savoir, parce que je parlais de ça hier avec un ami au parc, là, je sais pas exactement qui. Il y a 2 films de Lynch que j'ai pas vus. Straight Story et Inland Empire. Straight Story sur Disney+, ça tente. C'est le plus straight de... En fait, je pense que David Lynch l'a fait pour le LOL, parce que c'est le plus straight des films de David Lynch. C'est bon, par exemple, c'est touchant. Surtout quand tu apprends que l'acteur était atteint du cancer pendant cette période-là. Là. Mais Inland Empire, ça a l'air rochant. J'ai vraiment pas aimé mon expérience. C'est pas un de mes... c'est ça. Ouais, c'est son dernier film, malheureusement. Il a fait après il a fait Peaks, The Return. Ouais, The Return, mais quand même. Bon, c'est ça. Vous faites en sorte que les Mystères Étonnants font aussi Noël chez Isidore. Qu'est-ce qu'il y a avec Tar Kaiju, Jake? J'ai vu Simon tantôt. On a mangé une poutine. Puis merci les gars de porter un très beau t-shirt aujourd'hui. T'es sûr que mais ça, on va commencer par déménager, hein? Oui. Avant de se lancer dans des nouveaux projets, là. Ouais, c'est ça. Mais puis donc, il y a une lueur d'espoir quand même. Il y a une lueur d'espoir. On va le faire, le Kaiju Big Battle, Shebang, All Out Extreme. On va-tu faire un caméra? J'ai porté mon chandail aujourd'hui de Tar Kaiju. Mes enfants avaient... ils chantaient... c'est la fin de l'année, là, à l'école. Ils chantaient devant tous les parents, là. Puis je vous présentais Tar Kaiju. Nice. T'es hot. On est disponible partout sur Apple Podcasts, YouTube Music, Spotify, Amazon Music et plus des 300 dernières archives des Mystérieux Étonnants sur notre site internet. On met juste les 300 dernières et le reste est sur notre site. On a bien du stock, on a presque 20 ans de matériel. On est aussi sur les autres plateformes de bullshit, dont Facebook, Instagram et autres, mais on est surtout sur Discord. On revient dans quelques instants avec le sujet de la semaine, le film Predator, Killer of Killers. Yeah. Vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, on va maintenant parler du sujet de la semaine. Et cette semaine, il s'agit d'un film d'animation disponible sur Disney+, Predator, Killer of Killers, réalisé par Dan Trachtenberg. Le gars qui a fait Cloverfield Lane, man. Exact. 10 Cloverfield Lane, un de mes films préférés. Oui, il a aussi réalisé le dernier live-action de Predator, qui mettait en vedette qui mettait en vedette des personnages issus des Premières Nations, et c'est lui qui est censé réaliser d'ailleurs le prochain. Je pense qu'il va y avoir un prochain live-action, et c'est lui qui est dedans. Et un méchant québécois qui ne parle pas québécois. Oui, c'est lui. Oui, c'est un anglais, en fait. Je suis en train d'écouter Mad Men. Je fais un aparté, là. Je suis en train d'écouter Mad Men, puis il y a une personnage qui est québécoise. Elle lâche même un très beau calice, à un moment donné. C'est une actrice québécoise. Et le père est un acteur québécois, un peu plus tard, mais ils n'ont pas casté une québécoise pour la mère. Puis là, ils se parlent en français, et la mère a plus de lignes en français que elle. Puis clairement, elle est pas francophone. Ça devrait pas me gosser, mais ça me gosse, là. Ils ont fait ça dans Lost aussi. À un moment donné, il y avait des personnages qui étaient issus de la France, qui se sont... puis finalement, il y avait un Québécois qui menait le lot. Puis c'était clairement pas le même accent. Comment ça? Vous checkez pas ça? Ben, ils l'entendent pas. Comme nous autres, on pourrait pas entendre des subtilités, j'imagine, en mandarin puis en un autre dialecte. Clairement. Puis elle, qui est vraiment québécoise, devrait y répondre en français. Vous parlez dans l'appartement, il y a juste vous deux. C'est ça. Puis là, la mère, elle parle en français, dans un français qui est acceptable, mais qui est clairement son anglophone. Et elle lui répond constamment en anglais, puis ça me trigger pour aucune raison. On va s'éloigner du monstre de John Hamm. Je parle de celui qui est préservé dans ses pantalons. Et on va parler maintenant du Predator. Vous irez googler ça sur Internet. Film d'animation disponible sur Disney+, disponible aux États-Unis et dans d'autres territoires sur Hulu, qui est une plateforme que nous n'avons pas au Québec, mais qui est sur l'équivalent Star. Souvent, le contenu d'Hulu se retrouve sur Star, qui est sous Disney+. C'est toute la même affaire. C'est un film qui est divisé en 4 sections. On a chacun... ce qui paraît être un film d'anthologie, mais on regroupe les personnages à la fin. The Shield, The Sword, The Bullet. Donc, c'est
Ça se passe de 3 places différentes, à 3 moments différents dans l'histoire. Le premier, c'est avec des Vikings. Le deuxième, c'est, et mon préféré d'ailleurs, c'est au Japon. Alors, donc, et le troisième, c'est The Bullet. Ça se passe durant la Deuxième Guerre mondiale. Premier combat aérien, d'ailleurs, dans la franchise des Predators. On vous rappelle qu'on spoil en dernière partie de l'émission, donc si vous n'avez pas vu le film et vous voulez le voir avant, faites pause, revenez à cette section-ci. Donc, c'est dit, vous êtes avertis. Rapidement, avant d'entrer dans les détails, est-ce que vous avez aimé Predators, Killer of Killer? Commençons par Jake. Ouais, par Jake. J'ai beaucoup aimé. J'ai des petites réserves gossantes, mais en gros, je recommande à tout le monde et c'est un excellent chapitre dans la... Parce que Predator, là, à part, même le 2, il est cool, là, mais à part le premier puis le 2, là, ça... Puis Prey, évidemment, qui est super bon, mais le reste, là, c'est... Pic-pic, ça peut être pic-pic. Faut les voir pour qu'est-ce que c'est des séries B à gros budget. Oui. Trouvez-y votre plaisir, mais réfléchissez pas trop à l'entrée. Là. Ouais. Toi, Johan? Même chose. Est-ce que j'ai beaucoup aimé? Oui. Mais il y a des choses qui m'ont gossé, puis il y a des choses qui vont un petit peu contre mon canon personnel, interne, que je préfère mon histoire. OK. C'est drôle parce que... Je veux l'entendre, ton histoire. J'ai noté la même chose que vous autres. J'ai mon headcanon. Oui. Pour vrai, ce film-là s'incruste bien dans le headcanon que j'ai par rapport à l'univers des Predators, et celui inclut de Predators et Predator. De Predator, les deux qui sont les plus, disons, pic-pic de la franchise. Là. Mais c'est pas facile, je trouve, de faire un film de Predator parce que c'est des personnages qui parlent pas. Tu les fais parler en comic book, c'est un petit peu bizarre, tu les humanises un peu trop, puis ça marche plus ou moins. On avait parlé d'une BD de Predator récemment, puis c'était comme en voix off. C'était pas les personnages qui se parlaient, puis j'ai trouvé ça intéressant comme pour développer l'univers. Là, il faut que tu passes par d'autres procédés, mais je trouve que dans les trucs qui sont sortis dans les dernières années, y compris les films, c'est probablement un des produits culturels qui rajoute le plus à la mythologie des Predators. Complètement. J'ai full aimé l'animation, j'ai full aimé les histoires, j'en ai ma favorite, celui au Japon, bien sûr. Par contre, c'est une appréciation très personnelle. Dans le 3e chapitre de Bullet, ça vient plus comique, plus wacky. Exact. Et c'est là où ça vient débalancer, je trouve, le ton du film. C'est le segment le plus faible des trois. Ouais. Effectivement. Mais tu vois, je suis pas prêt à dire que c'est le segment le plus faible. C'est le plus différent. Je trouve qu'il y a un... Parce que j'ai pas de problème avec du wacky. Le 2 est très wacky. Il y a plein de moments très wacky, très drôles. Puis on dirait que ça flot mieux dans le sens de Predator 2. Tandis que là, je sais pas, moi, on dirait que ça m'a ralenti dans mon engouement de qu'est-ce que je regardais. Okay. Ça, puis quand il arrive sur la... Ben là, je saute les étapes. Là, non, mais quand il arrive sur la planète des Predators, ils en ont fait comme des gros méchants spectacles, comme Grand Guignolant un peu, que... On dirait que j'avais pas besoin de ça. Si je peux me permettre, c'est que la structure, là, j'ai l'impression que c'était supposé être un TV show. Okay. Parce que chaque segment fait genre 25 minutes. Là. C'est vrai. Le film est 1h25. Hein. Et j'ai l'impression qu'à un moment donné, ils se sont dit comme, regarde, on va faire un film, on va essayer de trouver une manière de linker ces histoires-là ensemble. Parce que les 2 premières histoires sont dramatiques. Très dramatiques. C'est des drames. Ouais. Et le combat final sur la planète des Predators, c'est... Tu sais, il y a un truc que je pense qui m'a gossé pas mal tout le long, c'est qu'un Predator, c'est supposé être fucking tough à tuer. Puis, il est tue pas facilement, mais quasiment... Dans le 4e chapitre ou dans les 2 autres? Mais ça va dans mon headcanon. Moi, je pense que les Predators qu'on a vus dans le 1, dans le 2, puis dans celui-là, c'est des Predators en fin de vie. C'est qu'ils savent, les Predators, exactement quand ils vont mourir. Et ils viennent sur Terre, puis c'est comme eux, en tant que peuple, c'est la force, puis l'honneur, puis tout ça qui est très important. C'est leur dernière chasse. Et ils chassent jusqu'en temps qu'ils sont abattus. C'est pour ça que dans le 2, quand il se fait tuer, tous les Predators qui arrivent... C'est sa famille. Il était là, sur la Terre, pour regarder le dernier combat
de leur grand-père. J'aime ça. Ou tu sais, il y a du monde qui sont poches à leur job aussi. Hein? Oui, non. On en connaît tous, donc... Mais je pense vraiment que c'est ça. Ouais, c'est hot. Ça se peut. Mais tu sais, attends, ça vous gosse à ce point-là que les personnages sont capables d'éliminer, entre guillemets, radiophoniques facilement leurs... Oui, moi, c'est toujours quelque chose qui m'a gossé. C'est ça, t'es supposé, genre, survivre à peine un combat. Ouais, le premier, la première, la Warrior, elle en mange une maudite quand même, là. Oui, celle-là marche bien. Je trouve que la deuxième avec les samouraïs est correcte parce que c'est les deux frères qui travaillent ensemble, mais même à ça, c'est un coup de katana puis il est mort. Là, Puis le troisième dans le spaceship, comment il meurt, lui? C'est un combat aérien. Mais je me rappelle pas J'avoue trop. que la façon qu'il meurt comme tel, je me souviens pas. Genre, il fait crasher dans il l'eau. Il monte pour que son moteur devienne froid, là, il rallume. Oui, il utilise une arme contre lui-même. Il utilise... c'est ça, il se fait attaquer, mais il utilise son parachute, puis là, il tombe dans l'eau, puis tout ça. Là. La troisième nous a vraiment marqué. Moi, je trouve qu'avec je me souviens pas de la finale, mais je me souviens des passes wacky. À un moment donné, le personnage va sur l'aile pendant que l'avion... C'est ces moments-là. Je veux pas dire que les deux premiers sont réalistes, parce que c'est pas réaliste. On s'entend là, que c'est complètement éclaté. Mais il était beaucoup plus empreint d'un sentiment de réalisme ou un souci du réalisme. Puis on dirait que... Puis je comprends pas pourquoi ils ont décidé de faire un changement de ton avec la troisième histoire. Parce que c'est la Deuxième Guerre mondiale, c'est les Américains contre les Japonais. C'est dans les plus gros combats, les plus sanglants de la deuxième, de cet affrontement-là. Pourquoi ils ont décidé de rendre ça wacky? J'en ai aucune idée. Puis moi, je suis vendu à l'idée que c'est un combat aérien. On n'avait jamais vu ça. Puis c'est ça le problème un peu de Predator, c'est qu'à chaque fois qu'ils ont fait un nouveau film, ils se sont tout le temps retrouvés un peu à répéter la même histoire en changeant un petit peu les lieux, changeant les personnages, mais ils ont tout le temps fini par raconter le même truc. Puis là, je dis, OK, on a quelque chose de différent. Ouais. D'ailleurs, c'est un autre aspect que j'ai aimé. L'aspect artistique du film, ils ont vraiment poussé le concept de Predator. Les costumes, leurs items, tout ça, ils sont allés au maximum, ils sont allés plus loin. Ils sont pas juste super différents. Ils sont tous différents. Ils n'ont pas décidé de refaire juste la même Christie d'affaires qu'ils avaient fait dans les autres. Comme si tu prends le premier des Vikings, tu sais pourquoi il est en fin de vie. En plus, il manque une main. Il l'a changé pour un genre de marteau. Oui, marteau. C'est sa dernière chasse. J'aime ça, moi, c'était. Ça fonctionne. Moi, perso, qu'il meurt facilement, entre guillemets, je pense que si chacun de ces chapitres-là avait eu 1h30 pour la raconter, ça aurait été différent. Mais ils ont 20-25 minutes pour raconter un récit. C'est sûr que le Predator, il faut qu'il meure à la fin. C'est ça l'objectif. J'ai adoré... Mais pourquoi c'est sûr qu'il faut que le Predator meure à la fin? Pourquoi ça serait pas intéressant un film où c'est que... justement, c'est des petits segments qu'il y a un Predator qui gagne. Ouais. Ben, rendu là, OK, mais l'histoire qu'ils ont décidé de raconter, c'est que ça allait culminer un affrontement. Fait ils n'ont pas le choix que ça se finisse rapidos. J'ai adoré le design du genre de roi des Predators. Là. Le look, il est fou. Il y a une cape en colonne vertébrale. Oui, c'est malade. Ça, là, ça peut pas être plus Predator que ça. C'est malade. Ouais. Mais c'est ça, moi, tu sais, ça me gosse tout le temps, genre, quand ils font ça en sci-fi, que genre un personnage un peu wacky se ramasse d'un vaisseau alien, puis là, tu sais, comme il pilote, puis... Il sait comment. Il sait comment, puis je suis comme... me semble... Il y aurait eu d'autres affaires à faire. J'ai déjà conduit un Cessna, c'est que je peux facilement conduire un Boeing. C'est ça. Oui, c'est la même chose. J'ai conduit une voiture, je conduis un vélo, je peux conduire une voiture, bien sûr. C'est Independence Day, là. Oui, c'est logique, Independence Day. Exactement. Mais c'est le seul truc qui, moi, m'a vraiment gossé, c'est cet aspect-là. Mais le personnage comme tel, si tu le prends tout seul, tu sais, comme juste lui, il est hyper attachant. Il y a quand même des kills qui sont sanglants dans ce segment-là. C'est violent. C'est violent. Il y a le contraste entre l'espèce de gros vaisseau super sophistiqué du Predator versus des avions de la Deuxième Guerre mondiale. Puis ils passent au travers comme dans du beurre. Là. Puis il y a aussi un through line qui est comme super... il est pas très présent, mais je me rappelle que genre je trouvais ça super intéressant. Puis c'est comme... Toute l'histoire depuis le truc des Vikings, c'est sur la vengeance. Avenge me, tu sais. Puis ça se termine que la Viking, tu sais, demande à ses confrères d'armes, mettons, de pas la venger. Non, de pas la venger. De mettre une fin à la fin au cycle de violence, Puis ça, j'étais comme...
il y a de quoi de puissant là-dedans qui n'a pas été super exploité, mais en même temps, c'est correct aussi. Tu veux pas que ça devienne trop mélodramatique et tout, là, mais j'étais comme, c'est quand même hot, ça, comme petit twist. Ça m'a surpris quand je l'ai entendu. Tu sais, même, ils finissent par se sauver à la fin, mais même là, on pense qu'ils vont écouter. Là, on sait pas où est la planète dans l'espace. Oui, c'est ça. Ils vont tout de suite, quand j'ai regardé s'en aller, c'est comme ils vont mourir de soif. Au bout de 48 heures, ils savent pas où c'est qu'ils s'en vont. Non, c'est ça qui est un peu plate, que genre, ça aurait été mieux, je pense, si les Predators les auraient tués. Oui, ou ils gardent sur Terre. C'est ça. Là, ils sont sur une autre planète, ils vont pas revenir. Là. Tu peux pas prendre la 45, l'autobus de la 45 pour retourner sur Terre. Je trouve drôle, tu sais, je comprends qu'ils sont comme primal un peu, mais je trouve drôle qu'une race extraterrestre qui a des vaisseaux spatials comme ça vive dans de la roche constamment, puis juste des crânes, puis tout ça. Tu sais, à un moment donné, ils ont beau croire à la force, puis tout ça, il y a un désir Canon, c'est leur église. C'est leur église. C'est toute leur société. Pense à ça. Toute leur société est orientée vers cette culture-là. OK? Fait que probablement que ce lieu-là est utilisé depuis des centaines de milliers d'années. Mais même les Romains qui adoraient le Colisée, de temps en temps, ils allaient au bain, puis ils allaient faire d'autres choses. J'aurais aimé ça voir un peu plus de leur culture que juste du désert puis de la roche. C'est que moi, j'ai tout le temps pensé que les Predators, c'est une race d'aliens, mais ceux qu'on voyait, c'était comme nos lutteurs. Fait que la race des Predators, c'est pas toutes des machines à tuer, mais c'est ça leur sport. Non, puis selon The Predators, t'as comme deux castes de Predator. T'as celle qu'on connaît, puis celle qui a l'air d'une face de bébite, là, qui est vraiment terrifiante. Plus grande aussi. Mais c'est ça, tu sais, on ne ressemble pas tous, les humains ne ressemblent pas tous à des champions de UFC. Là. Non. T'sais, on n'est pas tous bâtis de la même manière. Fait que tu sais, ça, je trouvais ça cool qu'ils mettent la diversité, mais tu sais, comme j'ai de la misère à imaginer un des Predators, genre, construire une machine full out. C'est comme c'est supposé être des grosses brutes, donc les scientifiques, ceux qui font le space travel, ils ressembleraient pas nécessairement à des grosses brutes qui veulent. Ils sont dans le laboratoire. C'est ça, tout le temps en train de grogner puis à bouger des choses. C'est ça, tu sais. Mais vous pensiez à ça pendant que vous écoutiez le film? Ouais. Pas moi, man. Moi, je me suis laissé embarquer par l'histoire. Je comprends où vous allez, mais c'est le genre de réflexion que je me fais si je suis pas pris parce que je suis en train de regarder. Ben, c'est là le problème, peut-être. Moi, j'ai full embarqué. Tu sais, l'idée géniale d'avoir des ninjas contre ça, c'était cool. Ça, c'est un Predator. Juste l'idée en arrière de ça. Là, un qui se promène dans l'ombre, puis l'autre qui est invisible. Il y a quelque chose de... Puis il est cool, le design de l'histoire japonaise. C'est mon prêt. C'est mon prêt. Plus agile, mais en même temps, c'est une astuce brute. Puis il y a comme ça lance à la Scorpion qui coupe tout. Puis le récit des deux frères dans ce segment-là est vraiment prenant. Tu sais, le kid, moi, dans le premier segment, que la guerrière viking, j'en avais rien à cirer. Il meurt. Puis eux, par contre, j'étais, oh mon Dieu, comment ça va se compléter? Comment ça va se conclure, cette histoire-là? Et il n'y a pas de dialogue. Non, il y a un petit dialogue au début, un petit dialogue à la fin. Puis ils se parlent pas. Sinon, c'est tout dans les regards, dans l'émotion, tout ça. Ça, c'était nice. Il y a une couple d'années, j'avais eu une discussion avec quelqu'un qu'on parlait d'adaptation de jeux vidéo en film. Puis j'étais comme, moi, un film que j'adorerais voir, c'est Metroid. Je dis, mais ce qui serait malade, c'est que le film soit muet. Qu'il y ait du son, évidemment, mais qu'il n'y ait pas de dialogue, parce que Samus est tout seul sur une planète, puis elle est perdue. Elle n'a pas de communication avec le monde externe, puis c'est tout des bébites puis des aliens. Puis là, quelqu'un m'a dit, ouais, mais ça se fait pas vraiment. Ça se fait. Oui, ça se fait. C'est ça, encore une fois. Puis j'ai mentionné 2 films qui étaient Gravity, qui a des longues séquences, qui n'a aucun dialogue. Il n'y a pas de dialogue, Et la fin de Predator, le dernier acte de Predator, l'original, aucun dialogue. On entend juste... Non. On entend la voix d'Arnold à travers la vue du Predator, puis il sonne comme ça. Ah oui, c'est vrai! Oui, c'est vrai! À toutes les fois, je suis pas capable de pas rire. Qui est aussi le son que Dana Barrett fait quand elle flotte au-dessus de son lit dans Ghostbusters. Oui, c'est vrai. C'était weirdly... Fait que... Arnold Schwarzenegger devrait jamais sonner de même. Fait que bref, je trouvais ça hot qu'il ait fait un segment muet, qu'il y a peut-être 2 lignes de dialogue dans tout le segment des samouraïs. 2 lignes
à l'entrée, où c'est qu'il parle des feuilles, comment ils se déplacent et tout ça. Puis la conclusion de cette conversation-là à la toute fin. C'est hot quand même, ça. J'aurais aimé... Tu sais, l'histoire avec le ninja, la seule chose qui me déçoit, c'est que là, ça peut pas être un film. J'aurais voulu, parce que j'avais vu un concept à un moment donné, puis je pense qu'on avait parlé, Jake puis moi, ça fait vraiment longtemps, là, ça fait minimum une dizaine d'années, mais c'est le crossover. Quelqu'un a fait une statuette Zatoichi versus Predator. Ben oui, c'est malade. Puis j'étais comme, ouais, ce film-là aurait été malade. Et pour moi, je peux pas le prouver, mais j'ai l'impression que quelqu'un a vu ça puis s'est dit, hey, non, mais on peut utiliser des ninjas, par exemple. Ils ont fait ce segment-là dans le film d'animation. Le fait qu'il est aveugle en plus, puis que tu peux pas voir le Predator, il y a quelque chose de tellement cool. Puis l'autre, il voit les spectres de la lumière. Ça, c'est une autre chose. Sur leur planète, il a l'air de faire très, très chaud. Puis j'aurais cru que, vu qu'il voit la chaleur, ça aurait été une planète qui fait froid. Parce qu'il aurait vu toutes les... Il se serait développé à voir la chaleur parce que c'est comme ça qu'ils se nourrissaient dans l'évolution. Ils portent pas de masque, j'ai l'impression, sur leur planète. Non, ils n'en portaient pas. C'est ça. C'est juste quand ils sortent. Mais quand ils enlèvent leur masque, comme on le voit dans le Predator 1, 2, puis dans tous les films, ils voient encore juste la chaleur, juste moins bien. Je me souviens pas de ce détail-là. C'est juste plus blurry. C'est pour ça que leur art, c'est juste des colonnes vertébrales. Ils peuvent pas faire de la peinture. C'est tactile. Voilà, c'est ça. Ils trippent bien raide. Avez-vous vu le clin d'œil à Prey? Oui. Moi, j'ai l'impression que le prochain sera peut-être une suite directe. Le film d'animation semble être canon dans l'univers de Predator. D'ailleurs, c'est un bout au début, j'étais comme, mais attends, là, ça c'est en 1600 cucs, ça c'est dans l'époque des Deuxième Guerre mondiale, c'est pas toute la même époque. Non, ce qu'ils font, c'est ils vont geler leur proie, puis pour les faire affronter à un moment donné. Mais il avait fait ça dans un des films, non? Avec Adrien Brody. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. C'est vrai qu'Adrien Brody, il les amène de la Terre, mais ils sont pas... en fait, ils se réveillent dans le ciel. C'est quand ils se réveillent non, c'est un Yakuza, c'est pas un samouraï. Non, c'est ça. C'est vrai, je viens de m'en souvenir. Ouais. Ça fait comme 10 ans que je l'ai pas vu. Ça m'a gossé parce que j'ai fait comme Chris, je me rappelle pas comment que ça finit Prey. Elle est kidnappée, genre? Non, elle n'est pas kidnappée. C'est sûr que ça se passe après. Elle a réussi à tuer le Predator, puis là, ils font exactement comme dans cette série-là. Une fois comme, ben t'as gagné, ben je t'amène sur la planète. On va te chercher, c'est ça. C'est un aspect de la mythologie qu'on connaissait pas. Ouais. OK. Mais je préfère ça sur la Terre. Ouais, moi aussi. C'est correct. Avez-vous d'autres choses à dire? On a fait le tour. Je recommande, on en a déjà parlé au Mystérieux, si vous aimez Predator, l'excellente BD, ça a l'air foufou, là, mais c'est malade mental, Batman vs Predator. Yes. Il y en a deux, mais je parle de la... Il y en a trois, mais je parle vraiment de la première. Écrite par Dave Gibbons, le dessinateur de Watchmen. C'est pas Chuck Dixon qui l'a... Non, c'est Dave Gibbons, je te le garantis. Okay. Dessiné par Adam Kubert. Et c'était la première fois, moi je pense que je l'ai vu avant Predator 2. Et c'est que ça finit en affrontement Batman-Predator. C'est super bon. C'est super bon. Batman réussit à crisser une volée avec un bat de baseball au Predator. Les deux sont amochés. Le vaisseau débarque, on voit tous les Predators arriver. Batman est comme « Fuck, comment je fais pour survivre à ça? » Il y en a une dizaine devant moi. Pogne un genre de vieux sabre de corsaire, là, tu sais. Le général des Predators prend cette épée-là, tue le Predator que Batman vient de battre et s'agenouille et l'offre à Batman. Oui, parce que Batman vient de tuer son grand-père. Ben c'est ça, voilà. Fait que, non, mais c'est vrai que c'est weird parce que ça veut dire qu'ils éliminent ceux qui perdent la game, genre. Oui, ben c'est parce que c'est un peu comme les... Un déshonneur. Non, je pense pas que ça soit un déshonneur. Je pense que c'est leur dernière chasse. Puis je pense que c'est comme... Tu sais, c'est leur façon d'aller à Valhalla. C'est un peu comme très viking. Ouais, okay. C'est comme dans les... Tu sais, les vikings, ils ne faisaient pas juste mourir en combat. Les vieux vikings, ils allaient... d'en haut d'une parce que là, ils savaient qu'ils prenaient des ressources du village. Ils sautaient en bas d'une falaise pour mourir. Puis c'était très, très comme honoré, puis tout ça, de mourir de cette façon-là. Puis je pense que c'est un peu de la même chose. Comme dans le film de... Comment ça s'appelle? Midsommar. Ouais, à quel point on était chanceux, par exemple, d'avoir une franchise comme ça. On était... à 1 millimètre d'avoir la crevette spatiale avec Jean-Claude Van Damme dedans, puis que ça aurait été un flop total. Mais je pense juste le look
du Predator vend le Predator. Regarde le look de le film avec Adrien Brody. Je pense que c'est The Predators. Ouais. La deuxième cast de Predator, qui n'a jamais été revisitée d'ailleurs depuis. Hein. Regarde son design, les yeux, tout ça, fait beaucoup penser à ce costume-là qui avait été écarté. Jadis. Ouais. Moi, je pense que c'est un genre d'hommage à cette affaire-là. C'est méta, là, mais tu jettes un coup d'œil. C'est Robert Rodriguez qui a réalisé ça. C'est-tu lui ou il avait produit? Pas mal ça, c'est lui qui a réalisé Predators. C'est Troublemaker Studios. Okay. Ouais, puis Shane Black a fini par réaliser son propre film. Oui, puis on a parlé. Mais il était là sur le premier pour en cas que ça aille pas bien, que c'est lui qui serait réalisateur. Ce film-là ne fait pas de sens. Predator, ça fait pas de sens. Predator, ça fait pas de sens. Ouais, j'ai de la misère à en vouloir à Shane Black. Je pense qu'il y a beaucoup de décisions par comité. Écoutez Kiss Kiss Bang Bang puis The Nice Guy à la place d'un film de Shane Black. Puis vous allez voir que ce gars-là, la structure d'histoire, il connaît ça en tabarouette. Ça fait que c'est weird, Predator. Ouais, il y a eu probablement beaucoup de gens qui avaient des opinions. Ouais, c'est le feeling que j'ai. Est-ce qu'on le recommande malgré tout? Moi, je le recommande. Oui, 100%. Oui, moi aussi. Surtout si vous êtes fan de Predator, c'est un incontournable. Puis je voudrais dire au réalisateur que ces scènes d'action sont réalisées d'une main de maître. C'est bien réalisé. Hyper bien chorégraphié. C'est ce que j'ai apprécié de... Ah oui, vraiment. Juste avant qu'on se quitte, question pour toi. Est-ce que tu aimerais diriger de l'animation? Oh, j'aimerais ça vraiment beaucoup. Parce qu'il y a une genre de liberté qui vient avec l'animation qui est t'es pas 100% libre, il y a quand même des coûts à tout ça, mais t'as quand même plus de liberté qu'avec des êtres humains et tout ça. C'est que oui, il y a quelque chose de super intéressant là-dedans. Tu m'as déjà dit ce que t'aimes le plus, c'est le contact humain avec l'équipe, avec les acteurs, tout ça. Je suppose que je vis. Oui, puis je peux avoir le contact humain dans l'endroit d'enregistrement, puis ça peut fonctionner. Mais c'est tellement bien réalisé, là. Ça, il n'y a pas un mot à dire. Non, le gars, il est... Killers of Killers, là. Allez jeter un coup d'œil. J'essaie de trouver, là, attendez, Predator, Batman. On a fait un épisode là-dessus. T'en as parlé. Il est dans nos archives. Ça fait quand même plusieurs années, mais on a parlé de Predator versus Batman ou Batman versus Predator. C'est dans nos archives. Sur le site Internet, c'est là. Parce que ça fait quand même un petit bout. Mais je pense que vous allez y trouver votre compte. Puis, c'est poche, là, je vais le dire, là, mais ils ont sorti en édition triple. Les 3 histoires de Predator vs. Batman, ça a été repoussé. Ils ont sorti un omnibus, puis ils l'ont jamais ressorti depuis. Ça vaut excessivement cher en ce moment, cet omnibus-là, mais ça collectionnait toutes les histoires Batman. C'est-tu un problème de droit dans ce temps-là? Ben là, c'est parce que, regarde, Predator, c'est quelle compagnie? C'est Disney. C'est Disney. Donc c'est Marvel? Ben, c'est parce que c'est les deux. C'est vrai. D'un côté, t'as Warner Brothers, puis de l'autre côté, t'as Disney. Fait que c'est plus compliqué. Non, c'est ça. OK. On se laisse là-dessus. Merci les gars. Merci à vous autres à la maison. Allez faire un tour sur notre Patreon si vous avez la chance. Et on se revoit la semaine prochaine. Faites attention à vous autres. Bye bye. Ciao.